ciné, pas pour les sorties de films, mais pour les sorties au ciné, t'entends? Ça va être compliqué si on n'a pas eu sa deuxième dose. Mm, Et c'est sûr. c'est-à-dire que par rapport à ça, l'idée du pass sanitaire en soi, elle n'est pas mauvaise. C'est juste que tout ce que j'espère, moi, en fin d'année, j'en discutais avec une vendeuse dans un magasin, là, aujourd'hui, ça ne soit pas reconfinement général. Parce que ceux qui Ça ont oui. fait l'effort de se faire vacciner et qui attendent des films, la fin d'année va être chargée, euh, on fait l'effort, on sait que, parce que le Bond, si je veux bien, je peux aller, j'aimerais bien faire la première à Paris, et là, il y aura Mm. plus de 1000 personnes. Ah là oui. Euh, je Là, rêverais de la faire à Paris, Mm. donc je sais pas, j'espère qu'on nous redira pas, messieurs, dames, vous êtes bien gentils, mais on reconfine tout le monde. C'est comme à l'école, tu sais, quand on faisait des bêtises, c'est toute la classe. On punit tout le Voilà, monde. voilà. Voilà, c'est grosso modo, c'est à peu près Mm. ça. Ouais, ouais, bah écoute, pour l'instant, ça a l'air pas trop mal parti de ce que je me souviens des derniers chiffres que j'ai regardés. C'est pas les plus récents, mais les contaminations sont nombreuses, mais les hospitalisations ne le sont pas, donc finalement, c'est l'essentiel. Donc, a priori, ça peut tenir le coup, j'espère. On espère, on espère. Donc ouais, on espère, hein. Moi les sorties ciné, de toute façon, ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai repéré toutes celles qui m'intéressaient là, et pour guetter un petit peu. Alors bah, bon, là du coup on va pouvoir entamer le débat, et là justement, au mois de juillet, j'ai été bien servi. Enfin juillet-août du coup, maintenant qu'on est déjà en août. Je suis allé voir Black Widow au début du mois, je suis allé voir Camelot au milieu du mois, et là je suis allé voir OSS 117 hier soir. Donc Ah, tu y es, et alors, parce que j'ai vu les critiques qui sont mitigées, et je parle de critiques journalistiques. Voilà, mitigé. Bah, commençons par celui-là. Bon, je vais essayer de garder un peu de pas tout révéler non plus parce que ce serait dommage. Il est sorti que depuis hier, donc tout le monde ne l'a évidemment pas vu, loin de là. Mais en gros, oui, mitigé, je peux comprendre. Forcément, c'est pas la même chose que les deux premiers. C'est pas exactement pareil et tout. Mais moi, je trouve personnellement, comment dire, il remplit le contrat. Tu vois, t'en as pour tu as ce que t'avais attendu, t'as l'humour qui est resté à peu près dans le même ton, il n'y a pas trop de comment dire, de perte de ce côté-là. Bon, Jean Jardin, hein, voilà, est toujours dans le personnage, ça c'est pas un problème, c'est sûr. Voilà, non, moi j'étais plutôt satisfait du truc. Certains petits défauts, aucun film n'est parfait. Je sais pas, j'ai trouvé certains des fois gags qui étaient traînés un petit peu en longueur. Voilà, bon, chacun sa sensibilité là-dessus. Moi, je pense que ça, voilà, ça vaut le coup d'y aller, ne serait-ce que pour se faire sa propre idée. Voilà, c'est honnête, c'est très honnête. Disons qu'il a évité les deux principales craintes que j'avais, du moins il me semble, hein. Peut-être qu'il faudrait que je laisse décanter pour en être sûr, mais Pour tourner les voix. pourquoi pas. Les deux craintes que j'avais, c'était deux craintes un peu opposées. Bon, on avait déjà pas mal évoqué d'ailleurs dans les derniers débats cinéma. D'un côté, il y avait la crainte que peut-être il se auto-censure et que le film coupe, enfin, ne garde pas certaines blagues qui seraient passées simplement par crainte au cas où quelqu'un trouverait ça offensant, tu vois. Ce qui est, ce qui est un petit peu d'ailleurs ce que fait le personnage de OSS 117 au cours du film. Il se reprend sur des trucs mais qui n'ont absolument aucun problème, mais de peur que quelqu'un le reprenne, parce qu'il comprend pas en fait ce qui est offensant, ce qui ne l'est pas. Et j'avais peur que ça fasse ça. Globalement, ça va, hein. Ils sont pas gênés de ce côté-là. Hubert est toujours le même. Enfin, et j'avais aussi la peur de l'autre côté, c'est-à-dire que il passe un peu à côté de l'idée d'avoir ce personnage misogyne, raciste, etc., mais de le tourner en ridicule, justement pour se moquer un peu de ce comportement et de toutes ces phrases toutes faites et tout. J'avais peur qu'il prenne un peu trop ça de son côté, un petit peu trop, comment dire, ouais, présenter un peu trop au premier degré ce que dit le personnage, et ça globalement c'est évité également. Enfin, on voit quand même qu'ils sont restés dans la bonne démarche. Il y a juste une scène, ça c'est mon analyse, ma théorie personnelle. Ceux qui ont vu le film me diront ce qu'ils en pensent. Je pense à la scène au bord de la rivière où, pour le dire en langage codé, où le personnage de Pierre Ninet, comment dire, perd pied, hein, on va dire. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Où je me suis dit que j'avais un petit peu l'impression que c'était Nicolas Bedos enfin, c'est dans une scène où, voilà, où Pierre Ninet justement dit à Hubert tout ce qu'il pense, mais qu'il est complètement dans ses vieilles idées rétrogrades et tout ça.
Et enfin, ce qui se passe me donne un petit peu l'impression que c'est Nicolas Bedos qui avait envie de dire allez, ferme ta gueule, fermez vos gueules, tous ceux qui disent ça. J'ai un petit peu cette impression-là et j'ai l'impression que la scène était plus là pour ça que pour véritablement le déroulé du scénario qui aurait pu se passer voilà, de la conclusion de cette scène. Je n'en dirai pas plus, mais chacun se fera son analyse. Mais voilà, sinon, OSS 117, moi j'étais plutôt satisfait. Il y a quand même ce qu'il faut un petit peu d'évolution pour pas que ce soit complètement du copier-coller des derniers films. Euh, Même s'il y a un petit peu aussi quelques références au film précédent, voilà, quelques petits clins d'œil pour ceux qui les ont revus 10 fois depuis leur sortie ou plus. Voilà, il y aura deux trois. Il y a un moucheron qui m'emmerde. Deux trois références à retrouver, je pense. Et voilà. Et j'ai bien aimé aussi, je précise. Ah, salut Dom. Ah, J'ai ça bien y est, aussi. ça marche. Le Dominique, comment il va? Ça marche, ça marche. Voilà, et j'ajouterais aussi que j'ai bien aimé le générique de début de cette OSS 117 qui est bien dans un style comme on trouve dans certains James Bond, un peu. Il m'a fait penser à. C'était lequel? À Vivre et laisser mourir un petit peu. Il y a Mais des crocodiles. non, en plus il y a des Il y a des crocodiles. lions. Il y a des crocodiles dans le film en plus. Je pense que Ouais. il a dû servir un peu d'inspiration, même si c'est en Afrique et pas dans les Caraïbes. Dans les berges de Louisiane. Mm, c'est ça, mais enfin, moi perso, il m'y a fait penser en termes d'esthétique, mais c'est peut-être juste une impression comme ça. Mais je l'aimais bien. Et ouais, non, voilà, le film, donc je parlais de OSS 117, hein, Dom, tu, as, tu Bah, auras ça peut-être. tombe bien, je sors du cinéma, j'ai vu la bande-annonce. Ah, t'as vu la bande-annonce, la bande-annonce. Moi, je suis allé le voir hier, du coup, ce que je disais Ah. tout à l'heure. Et voilà, donc La semaine- j'étais en train de dire que globalement, moi, je pense que tout le monde peut aller le voir sans être trop déçu. Un petit peu déçu, peut-être, sans doute. Et voilà, ça peut jamais plaire à tout le monde. Je pense que ça va. Vous pouvez aller le voir sans crainte de gâcher votre soirée. Ça en vaut la peine. Après, Et toi, Dom, t'as été voir quoi? Ah, Mystère à Saint-Tropez, c'est complètement what the fuck ce film. c'est quoi? C'est quoi l'idée? C'est quoi le Alors, Ah, attends, principe? laisse-moi deviner, c'est c'est tout le avec Christian Clavier. gratin. Il y a tout le gratin. Il y a Thierry Lhermitte, il y a Depardieu, il y a Clavier, il y a Jérôme Commandeur. C'est vraiment que des têtes d'affiche qu'il y a dans le film, hein. Il y a Benoît Poelvoort, je parie, c'est ça? Ouais, Moi, j'ai c'est dû voir la ça. bande. Hmm. C'est ça. C'est vraiment que des pointures. Et le film, c'est du Pierre Richard exagéré, hein. Franchement, Hmm, c'est vraiment. d'accord. Et il y a même un personnage qui joue le rôle de Chirac à l'époque où il était ministre, vu que ça se passe dans les années 70. Voilà, Hmm. donc voilà, un peu potage, c'est marrant, ça fait bien rire. Ça rappelle un peu l'enquête corse? L'enquête corse, c'est pas autant décalé, hein. Ouais. Bah, je parle par rapport au personnage de Christian Clavier. Non, là, c'est un Pierre Richard exagéré, le mec, hein. Ouais. Toutes les 2 secondes, il renverse un truc, il se pète un genou, c'est bon. Ouais. Non, D'accord. franchement, film sans prise de tête, vraiment sympa. Il y a des gags toutes les 2 minutes. Bon, ça peut être lourdingue au bout d'un moment, mais sinon, ouais, c'est marrant. Je conseille ce film si vraiment vous en avez marre de la soirée, vous regardez ça, vous êtes refait, quoi. D'accord, on note l'idée. On note Ouais. l'idée. Ah. Ok, toi Vincent, t'es allé voir quelque chose du coup depuis Bah, il y entre, a eu le, bah, il y a eu entre. le Fast 9. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, Le Fast 9. Bah, verdict. le Fast 9, le Fast 9, j'en attendais pas plus que mettre son cerveau de côté et puis, et puis, euh, retrouver l'ambiance. Bon, c'est sûr, il n'y a pas tous les personnages qu'on aime bien, parce qu'il y a des clashs aussi entre les acteurs. J'ai entendu encore ces jours-ci, Dwayne Johnson ne reviendra pas pour les derniers Fast 10 et 11. Il va faire Hobbs and Shaw 2 normalement. Mais voilà, trop d'ego avec Vin Diesel, donc c'est ça qui plombera la fin de la saga. Mm. Et puis non, non, il y a eu un petit nouveau qui était dans le film, qui était John Cena. Donc c'est Ah oui. un catcheur en remplace un autre. C'est Euh, ça. En parlant de, excuse de te couper, en parlant de ouais, John Johnson, le film Jungle Cruise, il y a un moment, ça part totalement en couille, il y a un nazi qui débarque.
Et il est aussi dans ce film-là, Oui, Dwayne effectivement, Johnson. Jack Cruz, c'est vrai. Tu es allé le voir aussi, du coup, j'en déduis. Non, mais j'ai vu la bande-annonce. Ah, ok. Excuse de t'avoir coupé, hein, Ouais, Non, ouais. surtout, il y a pas de souci. c'est Non, juste. le Fast 9, comment dire, on a retrouvé l'ambiance, toujours la bande de potes et tout. Et sauf que là, alors, de ce que j'ai trouvé bien, bah, justement, parce que je parlais de John Cena, je me suis fait un peu avoir au début du film, parce que ça remonte aux origines même de la famille Toretto. Ah oui! C'est-à-dire Ah que ouais, le début du film nous ramène quand ils étaient ados. Donc, l'histoire, on peut le dire, ça se passe en 89, le début du film, lors d'accord. de la fameuse course qui a tué le père de Dom. D'accord. Et donc, le personnage de John Cena dans le film, c'est son frère, en fait. Sauf que quand tu vois la carrure physique des deux acteurs, Vin Diesel et John Cena, il fait un peu plus de 2 mètres, je crois, alors que Vin Diesel est plus petit. Mhm. Dans les acteurs qu'ils ont choisis pour les interpréter étant jeunes, j'ai confondu les deux parce qu'il y en a un qui était plus costaud que l'autre. Et en fait, celui qui était plus costaud, c'était Dom. Ah, C'était d'accord. Dom Toretto, et Ah, c'est qui est ballot, en ça. plus le frère aîné. C'est le frère aîné dans l'histoire, Dom En Toretto. plus. Voilà. Et moi, au début, j'ai du mal à m'imprégner un peu de leur passé parce que je me dis, attends, lequel c'est lequel? Et après, et c'est quand tu apprends, puisque dans le premier Fast en 2001, il disait qu'il avait été banni de tout le circuit automobile, toutes les courses de l'époque, de NASCAR, tout ça. Et c'est là que tu dis, ah oui, c'est lui, Vin Diesel, d'accord. Ok, ah oui. D'accord, je Ouais, non, vois c'est un lui qui peu fait le lien. la confusion. Ouais. Hmm. Ouais, ouais, non, c'était bien le Dom jeune, mais en fait, comme plus costaud que le Dom adulte, vieux, enfin, Ouais, par rapport à John Cena. ouais, ouais. Oui, c'est vrai que le choix des acteurs qui doivent jouer le personnage plus jeune, c'est toujours quelque chose de très Ouais, délicat. Faut en trouver un. Et alors, en plus, les deux effectivement, jeunes c'était à étaient plusieurs. super. Hmm. Lequel t'as vu? Il y avait des jeunes? Hmm. Dans quel film tu dis il y avait des jeunes? Non, bah, je pense pas forcément. Bah, alors je sais que par exemple récemment il y avait dans Lupin, la série Netflix où il y avait du coup un personnage qui jouait le rôle du héros jeune et aussi quelques autres personnages autour de lui. Ça, c'est vrai, ils sont vachement bien démerdés. Je trouve, on comprend tout de suite qui est qui. Enfin, ils ont aussi, je pense, peut-être cherché un peu leur casting pour avoir un noir, une brune, une blonde, un truc comme ça pour, pour être sûr qu'il n'y a qu'un seul personnage qui correspond à chaque portrait. Je pense aussi à le cas d'école du bon choix d'acteur pour jouer un personnage plus jeune, c'était pour Star Wars, pour Obi-Wan, ou le choix d'Ewan McGregor pour jouer le Obi-Wan jeune qui avait été joué par Alec Ah bah oui. McGuinness. Le choix était idéal. Ils avaient vraiment, enfin moi j'avais vu une petite vidéo documentaire. Ils avaient vraiment analysé les traits de son visage. Ils avaient tracé le triangle autour du nez, tout ça pour vérifier, pour avoir vraiment quelqu'un qui a la même gueule en plus jeune et ça passe crème et même là, je sais plus, il y a quelques mois, j'ai vu passer une image où quelqu'un en fait avait pris l'image d'Ewan McGregor, il avait utilisé une application pour faire le filtre pour le rendre plus vieux, et ça Ça donnait revenait Alec avec Guinness. Guinness. D'accord. Ça donnait Alec Guinness. À peu de choses près. Et du coup, ouais, c'est un choix délicat. Et là, visiblement, ouais, de ce que tu dis, ils ont pas dû bien réfléchir à qui jouer qui pour ces personnages-là. Et de ce que j'ai bien apprécié dans le 9 qui était très demandé aussi par les actrices, surtout, comment elle s'appelle, Michelle Rodriguez, Hmm. elle avait dit qu'elle ne ferait le 9 que s'il y avait une place plus importante accordée aux femmes dans le film, dans l'histoire, dans le scénario, tout ça, et à l'écran. Et donc, on voit que les filles dedans sont très impliquées. Ouais. Elles ont des scènes qui sont vraiment. Ça avait déjà été le cas sur le Fast 6, déjà, quand il y a Letty qu'on connaît, qui est amnésique, et puis l'autre actrice qui jouait la policière, qui en fait a trahi tout le monde. Donc dans le 9, on retrouve Michel Rodriguez, on retrouve Jordana Brewster qui joue donc Mia, toujours la sœur de Dom Toretto. Et donc, qui joue en plus, donc c'était la copine de Feu Paul Walker dans le film.
Ryan O'Connor. Il y a Hélène Mirren qui joue la maman des frères Shaw, des frères, le frère et la sœur, puisque dans Hobbs and Shaw, il y a la petite sœur aussi dans le film dérivé, pour ceux qui n'ont pas vu Fast and Furious Hobbs and Shaw. Donc, la mamie qui fait des petits braquages à sa sauce, et c'est magnifique. Non, vraiment, je trouvais. Bah, elle jouait d'ailleurs, je crois que Hélène Mirren jouait dans les films Raid 2, tu sais, les papis et mamies anciens de la CIA qui sont à la retraite. Il y avait John Malkovich, Bruce Willis, tu te souviens? J'avais bien Oui, aimé. oui, t'en avais parlé, oui, effectivement. Non, le Fast 9, oui, oui, c'est pas le film de l'année, bien sûr, mais c'est pas le film de l'année, mais d'être revenu déjà aux origines de la jeunesse des frères Toretto, c'était. Et ça a été filmé façon, pour ceux qui ont vu Le Mans 66. Ah, Et, j'ai un pote qui m'a proposé d'aller le voir plein de fois. Le J'avais Mans jamais été 66. disponible pour le voir. Bah, il tombe sur les chaînes de ciné de temps en temps. C'était avec Matt Damon, avec Christian Bale, Hmm, ex-Batman. Non, non, bien, bien, très bien. Et c'est une histoire vraie en plus. C'est la rivalité Ford-Ferrari. d'accord. Je suis pas très au fait, mais ma foi. Peut-être que le film pourra m'apprendre quelque chose du coup. En fait, quand on parle de Le Mans, en fait, au départ, il y a eu un premier film qui a été fait par le passé. Mais c'est Le Mans c'est la tragédie qui s'est passée en 55. Tandis que là, Le Mans 66, d'ailleurs, qui est en fait, je sais plus le nom original du film, quand on en parlait de traduction des fois de films. Hmm. Normalement, The Mans. hein? The Mans. Non, 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 parce que le Mans, non, non, Le Mans, même les Anglais et les Américains le Oui, oui, prononcent je sais bien. Le Mans. C'est pour ça que je me Mais demande bien ce qu'on peut le avoir nom comme autre nom. original, c'était, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Ford versus Ferrari d'ailleurs. Je ne veux pas dire d'ânerie. Ah, Ford versus Ferrari. Ford versus Ferrari, ouais, c'est Ah, ça. j'avais pas dit de bêtises. Donc c'était C'est bien, ma ça. mémoire était bien, pour le coup. Réalisé par James Mangold. James 2019. Mangold, ouais. Qui avait fait Copland, qui a fait Night and Day, qui a fait. Qui devait faire le dernier Bond d'ailleurs. Non, D'accord. c'est pas lui, non, c'est pas lui qui devait le faire, c'était Danny Boyle. Pardon, toutes mes excuses pour ceux qui nous suivent. Pour la petite histoire, c'était Danny Boyle qui devait faire Mourir peut attendre, Hmm. qui a atterri entre les mains de Kari Fukunaga. Enfin, il a un nom assez long. Ouais. Donc, oui, mais le James Mangold, très, très bon réalisateur. Alors du coup sur la page Wikipédia, juste pour l'anecdote, la première image qu'on voit c'est le gars qui est le personnage en fait, le vrai, Ah, le vrai. mais qui a forcément pris un peu d'âge depuis 66. Ouais. Carol Shelby. Ouais, ouais, bon bah écoute, encore une traduction. C'est vrai qu'après tout Carol Shelby, ah, ben, c'est le personnage incarné par Matt Matt Damon. Damon, ouais, Oui, Carol c'est ça. Shelby, d'accord. Et, C'est ça. ouais. Et ouais, bah, effectivement, bah, pour le coup, une traduction, une traduction cette fois qui a peut-être un peu plus de sens de titre. Peut-être que Le Mans ça parle plus aux Français que aux Américains, donc ma foi. Ouais, c'est vrai que Ford versus Ferrari, ça fait très compète, hein. Oui, c'est vrai que ça fait un petit peu, ouais, c'est Spider-Man versus Venom, Alien versus Predator, enfin tout ça, c'est Ah oui, c'est vrai, Batman versus oui, les aliens Superman. versus, oui, c'est vrai. Souvent les films en quelque chose versus autre chose, c'est pas forcément des bons films d'ailleurs. Hein, si on regarde un Ouais, c'est peu, vrai. Batman versus Superman, tout ça, c'est pas des références, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que tu manges de bon, Dom? Bon, ça a un peu explosé, hein, mais Attends, un faritas. D'accord. Faritas. D'ailleurs, puisqu'on parle de cuisine et de cinéma, là, j'ai vu il y a quelques mois en arrière, c'était pendant qu'on était bien confinés, je crois. Ça passait un dimanche soir sur C8, c'était La cuisine au beurre, qui est un vieux film date de 63, si je dis pas de bêtises, avec Fernandel et Bourvil, dont a été tiré ce qu'ils aiment bien appeler en anglais un remake avec Franck Dubosc et Gérard Lanvin. Et La cuisine au beurre, oui, c'était un petit film qui payait pas de mine comme ça. Euh, mais il y a eu des films parlant de cuisine, il y a eu alors un que je n'ai jamais vu mais qui a pas l'air bien en fait, c'est dans les derniers avec Jean Reno et Michael Youn, il y en a eu un. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Je crois que ça s'appelle Chef d'ailleurs tout court. D'accord, c'est un film sur la cuisine.
Ouais, ouais, c'est un film sur la cuisine. Il y a eu La cuisine à l'américaine avec Eddie Mitchell, qui date de la fin des années 90, 98, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il y a eu, oui, des films parlant de nourriture, il y en a eu. Genre l'aile ou la cuisse. Bah, l'aile ou la cuisse, bah, voilà, ça, c'est le summum. Je crois que, oui, on n'a pas fait mieux depuis l'aile ou la cuisse. Il y a le grand restaurant qui est, Le bon, grand qui est un restaurant, peu oui, éloigné. bah, bien sûr, il y a le grand restaurant, Monsieur Septime de Funès, ah oui, oui, bah oui, 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 il y en a eu un paquet avant. Mm. Euh, Alors moi, pareil, tu me parles de films et de beurre. Moi, ça m'évoque tout de suite Marlon Brando dans Dernier Tango à Paris. Le fameux, comment dire, scandale, on va dire. Ça n'est pas vraiment un. Enfin, je sais plus bien, mais il y a une. Enfin, c'est pour ceux qui n'ont pas l'anecdote, je vous lis un petit peu le truc, mais en gros, il y a une scène dans laquelle Marlon Brando, enfin son personnage sodomise l'autre personnage en utilisant du beurre, voilà, pour que ça passe bien. Et Mais quelle idée étrange. c'est un ça. autre, un Et autre système de vaseline. c'est ça. Et enfin, ouais, ça a été censuré dans plusieurs pays. Puis après, il y a eu témoignage de l'actrice qui disait que bon, même si il a pas vraiment fait, c'était quand même assez violent à vivre pour elle et qu'elle a gardé un sacré traumatisme de ce film à cause de cette scène. Voilà. Donc, le film, je viens de retrouver le nom, excuse-moi, je reviens en arrière. Ouais, je t'en prie. Comme un chef, avec Michael Youn et Jean Reno, comme un chef. Mhm. Il n'a pas eu. Oui, il dit sur Wikipédia, c'est le film qui passe inaperçu. Voilà. Et sinon, un film qui peut plaire à Dom, c'est Wasabi, sur le même, dans le même Ah, style, ouais, ouais, production de Besson, oui. avec Luc Besson. Encore une, c'est Même genre, si la scène dure que 30 secondes, c'est vrai que c'est pas mal. c'est ça. Ah bah, Réalisation, ouais, toi, réalisation est-ce que toi de tu Gérard as 30 Tardy. secondes face au Wasabi, rappelle-moi. J'ai pas chronométré. Ah, je sais pas, mais je me suis bien défoncé la gueule quand même. Parce que t'as goûté ça, toi, Ah Ah, oui. mais moi je le mange au ramequin. Oh, Tellement après, je suis en PLS, quoi. Ah, t'avais pas vu la vidéo qu'il avait envoyée sur la ah non, conversation de la buvette, non. enfin, je crois que c'était là. Ouais, je la ressortirai cette vidéo, mais tu vois, au début, il se prend ses petites cuillères, et là, moi, c'est bien, ouais, comme ça, puis tu vois, après chaque cuillère, ça commence à ralentir un petit peu le rythme, euh, et puis t'as Jean Reno dans le film, lui, il est là, ouais, c'est pas mal, cette connerie là. Et il finit le tout comme ça, sans se poser de questions. Le fameux Wasabi, oui, parce que c'était Gérard Kravzik qui l'a fait d'ailleurs entre Taxi 2 et Taxi 3. Il l'a fait ce film-là. Je l'ai m'étais laissé tenter il y a quelques années pour le voir parce que je sais que des fois, les productions Luc Besson, le scénario tient sur un timbre-poste. Et effectivement, il tient sur un timbre-poste, mais il y avait des bons passages, je trouve, dans Wasabi. Déjà, parce que ça se passe au Japon. Déjà, moi qui adore le Japon, qui rêve d'aller là-bas. Quand on voit en ce moment encore les jeux de Tokyo, tout ça, bon, il n'y a pas trop de spectateurs et c'est dommage à cause du Covid qu'il n'y ait pas trop de spectateurs. Mais, ouais, ouais, il y avait une bonne petite histoire. Michel Muller, qui est un gars issu de la télé, hein, quand tu le vois, bah, t'es obligé de rire parce que t'es obligé de rire. C'est le personnage qui veut ça. Et puis, non, l'histoire était sympa, je trouve. Hmm. Ouais. Mais wasabi, pour l'avoir essayé, déjà, je déteste la moutarde française. Donc, la moutarde japonaise, encore moins. Ah là là. Bon. Sinon, d'autres sorties ciné dont vous voulez parler? Moi j'en ai deux autres en stock, hein, mais... Hum, Eiffel, moi Eiffel. ça m'intéresse. Ça retrace toute la création de la tour Eiffel du début Hmm. jusqu'à la fin par Gustave Eiffel. C'est Avec Romain vraiment. Duris. Hein? Avec Romain Duris, je crois. Je sais pas, Ouais, mais c'est le bien film, possible, ça me dit quelque enfin la chose. bande-annonce m'a captivé. Je me suis dit, waouh, ça va être un putain de film, quoi. Hmm. D'accord, oui, c'est la bande-annonce, ok. Bah, moi, Euh, si pour les biopics, peut-être je pourrais me laisser tenter parce que c'est quand même l'histoire de la Tour Eiffel, mais je suis pas. Et à la base, avec les biopics, le seul que j'ai vu, mais je me suis laissé vraiment regarder, c'était sur bah, je crois que c'était comment, celui sur Coluche, dans la période où j'en avais Ah déjà oui, parlé. l'histoire d'un mec. L'histoire d'un mec, voilà. Et de maison le faisait très bien. Mais l'école, non, je sais pas, une sortie ciné comme ça, pourquoi pas, mais tout ce qui est enfin, biopic, encore une fois, je. Hmm. Ah, ok.
Sinon, moi, c'est voilà, c'est pour Le reprendre Black mes. Widow, Black Widow, ouais, tout à fait, j'allais y venir. apparemment, il a pas l'air. Bah, pareil, c'est assez mitigé en fait. Alors, pour ça, pour ceux qui veulent couper mes explications, je vous renvoie à la vidéo de Captain Popcorn sur YouTube qui explique à peu près mon avis, mais en bien détaillé et tout. Mais en gros, le truc, c'est que euh, il y a deux. Tu sens qu'il y a eu deux volontés sur le film, celle plus. Enfin, que je suppose être celle du réalisateur et celle des producteurs. D'un côté, t'as un aspect un peu ouais, dramatique, un petit peu film d'auteur et tout ça, où tu retraces vraiment le passé, les relations du personnage de Black Widow, donc interprété par Scarlett Johansson pour ceux qui situent pas très bien. Natasha Romanoff de son vrai nom du personnage. Ça retrace un peu son passé, et puis aussi surtout sa relation avec sa famille, enfin qui est aussi pareil comme elle, des espions et tout ça. Enfin voilà, il y a tout un, toute une, j'ai tapé dans mon micro. Euh, toute une partie sur son passé et tout ça, et sur les relations entre les personnages. Et tu sens que ils tentent vraiment de faire quelque chose de plus que juste un Marvel où ça se tape et où ça explose, tu vois. Même si évidemment tu vas voir Black Widow, donc de base tu sais qu'il va y avoir des combats stylés où elles vont virevolter et mettre des coups à droite à gauche. Elle s'est Tu attends prise ça et pour tu le veux. Trinity en fait. Elle est en mode Ouais, ya. ça fait partie un peu du personnage de Black Widow, et personnellement j'y suis allé aussi pour ça. Enfin moi c'est un petit peu ce qui me faisait penser que je sais que je vais avoir ce que je veux, parce que il y a aucune chance qu'ils mettent pas des beaux combats dedans, et ils en ont mis des combats sympas. Mm. Donc mais bon voilà, il y avait quand même beaucoup ce côté un petit peu ouais, exploration du personnage. Et puis tu as le côté Marvel qui est revenu un petit peu à la charge, avec un peu un humour lourdeau que d'habitude j'arrive quand même assez bien que je trouve qui passe assez bien, mais là qui commençait à être un petit peu trop abusé des fois. Enfin, des fois, il y a quelques gags qui étaient un peu trop appuyés par rapport à. Alors que l'humour Marvel qui fonctionne bien habituellement, c'est le petit truc qui dédramatise la scène ou un truc comme ça. Là, des fois, t'avais vraiment une grosse partie de la scène qui était prise par une vanne, et c'était un peu dommage. Euh, et puis aussi, C'est bah, comme du Deadpool en fait, c'est ça. bah, pas vraiment, justement. Deadpool, c'est dans l'esprit du truc, tu vois. C'est le film, dès le départ, il te fait comprendre que ça va être marrant, tu vois. C'est Et dans Black l'esprit du Widow, truc. Hmm. pour son nom français, la veuve noire, pour ceux qui La veulent Veuve le dire. Noire, oui, tout à fait, oui. C'est ça, j'en parle parce que dans le film, je sais même plus si c'est dans le film. Déjà, est-ce que je l'ai regardé en VO ou en VF? Non, je l'ai vu en VO. Donc, de tous les cas, ça disait Black Widow. Donc, je ne pourrais pas dire si en VF ils disent Veuve Noire ou pas. Mais le titre, c'est Black Widow dans tous les cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et donc tu as le côté un peu ouais, explosion, méchant et tout ça qui arrive notamment sur la fin du film. Enfin, en fait, en soi, j'ai réfléchi. Faudrait que peut-être que je le revoie pour affirmer vraiment cette phrase, mais je pense que en soi, tu pourrais te casser de la salle 20 minutes avant la fin, et juste à savoir, bon bah à la fin il y a tout qui explose et le méchant meurt. Voilà, c'est un petit peu la fin un peu prévisible, qui est un peu dommage par rapport à un début, à toute une partie qui était plus travaillée ouais, sur les persos et tout ça. Donc moi je pense qu'il est quand même intéressant à voir. Moi j'ai bien aimé. Quand je suis sorti de la salle j'étais content. Euh, mais c'est vrai qu'il ouais, y a quelques trucs qui auraient mérité de pas être dans le film en fait. Voilà, pas mal de blagues qui sont en trop, pas mal de grosses explosions et tout ça qui sont, je pense, de trop aussi. Euh, pour moi, c'est rattrapé par le reste, mais je conçois que ouais, que certains puissent considérer que non, vraiment, la partie moins bonne gâche tout, et peut-être et d'autres aussi qui considèrent vraiment que la partie bonne vraiment rattrape tout. Voilà, moi je considère que ça rattrape pas trop mal, mais bon, c'est pas parfait quoi. C'est pas le meilleur Marvel. Euh, et voilà, et en plus, voilà, aussi il partait un petit peu dans un cas particulier pour un film Marvel, parce que d'habitude c'est toujours un petit peu la suite, chaque film prend un petit peu la suite des précédents et prépare un peu les suivants. Là du coup, étant donné que, bon, spoiler, mais le personnage de Black Widow ne survit pas aux événements de Infinity War et Endgame, donc c'est une préquelle en fait qui se passe entre Captain America Civil War et Avengers Infinity War, et avec évidemment plein de flashbacks sur le passé et tout ça. Donc j'en ai manqué un paquet d'Avengers.
Ouais, bah oui, bah, Les c'est le films truc, c'est que Marvel. tu vois qu'il y a 4 films Avengers, mais il y a 23, J'en ai vu qu'un. 24. Hmm, J'en ai vu qu'un, plus les trois Iron Man, parce que c'est mon préféré. d'accord. Euh, Hmm. Et bah du coup, tu vois, Black Widow dedans, elle apparaît dans le 2, je crois. Même si elle n'est pas appelée comme ça encore à ce moment-là, mais Scarlett Johansson qui est dedans et qui commence déjà à montrer ses prouesses de combat. Et je disais, ouais, du coup, voilà, l'histoire s'inscrit un petit peu entre, et ça prépare. Enfin, ouais, évidemment, il y a une scène post-générique, ça c'est le classique avec Marvel, et qui prépare la suite avec un personnage qui apparemment on voit dans je sais plus quelle série Marvel parce que je les regarde, je les suis pas, mais mais voilà, ça prépare aussi un petit peu la suite. Et pour le coup, celle qui joue sa sœur dans le film, on a compris qu'on allait la revoir dans l'univers Marvel, et ça, je suis plutôt content parce que j'aimais bien le personnage. Euh, donc voilà, j'étais plutôt satisfait de ce film. Mm. Et donc toi, tu n'as vu qu'un seul, qu'un seul Avengers plus les trois j'ai vu le Iron Man. premier Avenger, j'ai vu le premier. Et Iron Man, les trois, sachant que le premier Iron Man, on avait dû me le passer en DVD, j'avais dû voir le 2 et le 3 après. Euh, je sais plus, parce que dans la même époque que le premier Iron Man ou le deuxième, il y avait eu, comment? Indiana Jones 4, je crois, dans ces moments-là. Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de cristal. Donc, Mhm. après, comme j'avais été fortement déçu par le Indiana Jones, comme tout le monde, j'en attendais rien du tout. Et d'ailleurs, puisqu'on évoque James Mangold qui réalise Le Mans 66, c'est lui qui s'occupe de Indiana Jones 5. Ah oui, c'est vrai. Qui Du arrive. coup, Spielberg ne fait que produire. Donc, ça, c'est pour la petite parenthèse. Et donc, ouais, Avengers, je n'ai vu que le premier. J'avais trouvé sympa le fait de réunir un peu tout le monde. Et j'ai dû voir, par la suite, j'avais dû voir les Thor, le premier Thor. Hmm. J'ai vu le Ouais. premier Thor et les trois Iron Man et un Avenger. Et après, je me dis peut-être j'aimerais voir Captain America, peut-être que j'aimerais voir les Hulk aussi. Mais Hmm. voilà. Et Ouais. je sais qu'il y a un ordre défini chronologique pour toutes les histoires, que les intrigues s'embringuent dans les films et tout. Ouais. Bah, je dirais l'ordre idéal, c'est juste l'ordre de sortie des films, puisque c'est dans cet ordre où ils ont prévu que les spectateurs les verraient, quoi. Mais bah, comme un peu toi, toutes les sagas, finalement, je recommande toujours ça. Moi, je fais toujours ça pour les sagas, je cherche à regarder les trucs tels que les producteurs, réalisateurs et tout ça ont prévu qu'ils soient vus parce que c'est optimisé pour, quoi. Donc là, en l'occurrence, voilà, si tu commences par regarder un film du MCU comme ça, faut t'attendre à ce qu'il y ait des choses peut-être qui sortent des films d'avant et que tu auras un peu moins en tête. Et, voilà. Et à l'inverse, si tu commences par le début, par les premiers Iron Man et tout ça, tu sais que tout sera introduit en temps et en heure quand tu regarderas, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'avais commencé à regarder les James Bond par le début en me disant bah voilà, comme ça au moins Mieux. si. Hmm. Et puisqu'on évoque les bonds vite fait, j'ai un peu avancé sur la partie VOST, comme j'ai commencé il y a un petit moment. Hmm. J'en suis à Moonraker. D'accord. C'est-à-dire que lundi, comme ça fait un moment, je disais je devais attaquer, vivre et laisser mourir, et j'arrivais à la période Moore, et ben, j'ai regardé celui-ci, puis mardi après-midi, L'homme au pistolet d'or, et le soir, boum, laisse-moi qui m'aime d'un coup, comme ça je suis peinard. Et après, Moonraker, qui va fortement me faire rire quand je l'ai vu en VF, parce que Moonraker, c'est un James Bond où tu es obligé de rire, de A à Z. Ouais. Ah, Bah, Après, on parle j'avoue des qu'en films voyant un petit peu le concept du film de loin, je me disais mais c'est un peu chelou comme truc. Je me suis dit bon, on va bien voir. Puis après j'ai commencé à vous entendre dire que c'était un peu n'importe quoi. Je me dis ok très bien, on va y aller sans trop réfléchir. parce que t'en es où? T'as toujours à l'espion qui m'aimait? Ouais, j'ai pas avancé là entre les tournages et tout, et le boulot et les Ouais. machins. J'ai pas avancé du côté de mon visionnage. Puis aussi il y a d'autres films que je regarde aussi hein, à côté. Bah, Donc c'est-à-dire que l'espion qui m'aimait, qui est le deuxième meilleur Moore pour moi, pour beaucoup, c'est le meilleur, qui est son troisième Bond. De l'avoir vu en VOST, je dirais même enfin de l'avoir vu enfin en VOST, ouais, c'était superbe. Et c'est surtout ce qui est le cas donc de ce film unique où à la fin, on nous met toujours James Bond reviendra dans dans le film suivant. Tu sais, en fait, c'était jusqu'à la fin des Roger Moore. D'ailleurs, il mettait toujours le titre du film suivant. mhm. Donc à la fin de L'espion qui m'aimait, ça met James Bond reviendra dans Rien que pour vos yeux.
Sauf que, entre-temps, parce que l'espion qui m'aimait date de 77, année Ouais, sortie de Star de Wars. Star Wars, Star tout à fait. Star Wars est sorti dans le même laps de temps, quasiment. Et du coup, les producteurs se sont dit, et si on faisait un petit hommage, une petite sauce, un mix des deux, James Bond, Star Wars. Et ça a donné lieu à Moonraker 2 ans plus tard. Et Rien que pour vos yeux est venu se greffer après. Et pour moi, Rien que pour vos yeux est le meilleur. Alors, c'est le meilleur Roger Moore. Je veux pas dire, je peux pas me permettre de dire que parce que c'est Carole Bouquet, comme c'est pas vrai, ce serait pas vrai. Non, dans l'histoire en elle-même, quand je dis, par contre, quand je dis le monde ne suffit pas, c'est mon James Bond préféré parce qu'il y a Sophie Marceau, oui, ça c'est vrai, et pour plein d'autres raisons, encore une fois. Carole Bouquet, d'ailleurs, qui a par la suite a passé des années à dire qu'elle regrettait plus ou moins d'avoir fait le film parce que, en fait, il y avait des scènes sous-marines dans le film et elle avait des problèmes au sinus et tout ça, elle ne voulait pas aller dans la flotte. Donc, ils ont trouvé tout un stratagème pour la faire passer comme quelqu'un qui va sous la flotte. Il devait y avoir des fonds verts, je sais pas, hein, comme ça se faisait déjà. Donc, mais ça rend bien à l'écran. Voilà. Mais il y a, non, l'histoire de Rien que pour vous était pas mal. Bien, bien mieux que d'autres. Hmm. Mais Après, ouais. pour les sorties ciné que je voudrais voir ces jours-ci, oui, le OSS, oui, je vais aller le voir quand même, le Ouais, bah OSS. oui, 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 non, Je vais même pas focaliser sur les critiques parce que ça va vite me saouler, comme c'est un peu mitigé. Mais oui, bah, je pense oui, il y en aura dans les deux sens, oui, c'est sûr. et ce qui me désole un peu, que j'ai fait une petite bêtise ces jours-ci, c'est que M6 nous a rediffusé les deux premiers Ouais, c'est OSS. 117. Ouais, et du coup, ça aurait été l'occasion de les revoir parce que je les ai vus il y a très longtemps et que je sais plus. Je me souviens de l'histoire, grosso modo, les gags et tout ça. Hmm. Mais voilà, Puis Oui, c'est bah écoulé après. tellement de temps entre le 2 et le 3, il s'est écoulé quand même 12 ans. Donc, Hmm. Oui, oui. Oui, non, après, t'as pas besoin de te rappeler de l'histoire des précédents. Enfin, tu vois, c'est comme. oui, parce qu'on rigolait déjà. En fait, ce qu'il y a de bien dans les EC 117 avec Jean Dujardin, c'est qu'en plus, c'est sur une époque. Parce que le premier, c'est en 55, le Hmm. deuxième en 67. Là, ça va être les années 1980. Donc, Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a même. Pour le premier OSS 117 où on commence à voir des ordinateurs. Et oui, c'est c'est. vrai. C'est ça, et alors pour les informaticiens dans la salle, il y a même une blague sur le COBOL. Alors voilà, Ouais. Je l'ai pas saisi celle-là, mais. Ah, tu l'as vu au 1617 du coup? Ah oui. Oui, je les ai vus les deux, mais la blague sur le COBOL, elle m'a pas marqué. Bah, Ou du moins, je c'est m'en dans le souviens troisième, plus. c'est dans le troisième. Ah, C'est d'accord, c'est oui. pour ça que je Oui. comprenais pas tout à l'heure, tu disais que t'avais juste vu la bande-annonce, là tu me dis, j'ai pas saisi Non, la... j'ai cru que tu me disais Non, bah non, que. là c'est justement dans le troisième, il commence D'accord. il a affaire à des ordinateurs, donc t'imagines bien le gars qui sort de 1955, qui dans les années 80 se retrouve face à un ordinateur, c'est assez, il y a une petite scène assez pittoresque là-dessus. Ouais, puis en plus, connaissant un peu le niveau intellectuel du personnage qui joue, c'est un peu. Non, bah ça reste une. SS-17 reste plus ou moins une caricature du super espion qui sait tout faire, qui sort de toutes les situations et tout ça. Donc pour le coup, voilà, c'est pas un abruti fini non plus. Il est juste, enfin voilà, il passe juste pour un abruti pour des raisons qu'on connaît bien dans le film, mais c'est voilà, c'est le personnage qui s'en sort de tout, qui sait conduire les pédalos à tête de canard comme les avions et qui apprend l'arabe en un soir, tu vois. C'est voilà, ça reste le personnage reste comme ça non plus. Et ça, pour le coup, c'est toujours là. Il y a toujours aussi un petit côté absurde que j'avais bien aimé d'ailleurs. Que j'avais trouvé qu'il manquait dans le OSS 117, le deuxième. Je trouvais qu'il avait un petit peu manqué de certaines petites pointes d'absurde qu'on avait dans le premier. Comme par exemple, voilà, dans SS 117 où il apprend à dire 1, 2, 3, 4, 5 en arabe et puis voilà, il sait pas bien rien dire de plus et puis hop, le lendemain soir c'est bon, il discute avec le serveur, il y a aucun souci. Ou alors quand il est au fond de l'eau, qu'il passe 3 minutes, qu'il prend le temps de remettre sa cravate et tout ça sans prendre sa respiration. Voilà, ce genre de petits trucs en mode n'importe quoi, moi ça me fait toujours un petit peu marrer tant que ça reste T'es en train de dire qu'il y a une modeste. scène où il réajuste sa cravate sous l'eau? Dans le premier, oui. Dans le premier, il y a un moment, dans le premier OSS 117, il y a une scène où il se fait larguer au fond de l'eau d'une île attaché avec un boulet enchaîné au pied. Et puis bah hop, il se défait de la corde comme ça, il se détache et tout ça. Il détache le boulet en utilisant sa boucle de ceinture pour crocheter la serrure de la chaîne et tout ça. Et puis à la fin, et puis là t'es un peu dans le cliché du personnage du héros de film qui respire pendant on sait pas combien de temps sous l'eau sans avoir de problème.
Et là, du coup, justement, il poussait ce truc-là à l'extrême. Il était là, il remettait un petit peu sa cravate, il regardait un peu autour de lui, puis ah tiens, il voit qu'il y a un truc au fond de l'eau, il va le chercher, il remonte et tout. Et, et il y avait ce... D'accord. Alors justement, puisque tu parles de ça, le coup de je réajuste ma cravate sous l'eau, c'est un truc qu'il a piqué à Pierce Brosnan et tu verras Ah, bien plus tard dans quel monde il le fait. d'accord. Parce que pour le coup, ça a été un geste totalement improvisé par Pierce. D'accord. Et sauf à la différence qu'au SS 117 qui va chercher des choses dans le fond de l'eau, non, James Bond ne fait que réajuster sa cravate. Donc voilà. Mais Ouais. ouais, ouais. Ça a été bien piqué. D'accord, maintenant que t'en parles, tu vois. Ouais, 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 oui, non, mais voilà, le 1617, ils sont blindés de petites références. Voilà, comme je disais, le générique de début de SS117.3 m'a beaucoup fait penser à des génériques de James Bond. Enfin voilà, t'as un artiste qui chante et tout ça. Et il y a avec aussi un petit peu voilà, enfin voilà, je vous décris pas tous les génériques de James Bond, vous voyez un petit peu l'idée. Il y a souvent une forme féminine ou plusieurs qui sont filmés de manière un peu très, très picturale, très artistique et tout ça. Là voilà, il y a encore de ça dans OSS 117. Et voilà, de manière générale, ça reste une bonne caricature de James Bond. Et voilà, Austin Powers aussi, si on veut bien. Austin Powers aussi, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu que le premier Austin Powers pour l'instant et je l'ai regardé en plein milieu de mes visionnages de James Bond. Et du coup, je commençais à capter certaines références. Puis après, je voyais le James Bond et je comprenais d'autres références que j'avais vues plus tôt. Genre, enfin, genre voilà, avec le numéro 1, avec son chat et tout ça. Ah, on a perdu Dominique. Ah, on a Oh, retrouvé Dominique. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce film. lequel? Ah, Bah, tu l'as j'ai envoyé dans partagé. quel salon de discussion? Parce que Général. général, parce qu'il y a aussi un truc. Qu'est-ce que vous pensez de ce truc? Est-ce que Ah, ça pas vaut le vu. coup de le voir? Pas vu, mais je sens que ça doit être Fandard. De toute façon, dès qu'il y a Vandame, voilà, ça annonce un petit peu une certaine couleur, on va dire. Un film avec JCVD? Jean-Claude Van Damme? Bah oui, Lequel? dernier Le dernier mercenaire. mercenaire. Ah, bah qui sort sur Netflix. Hmm. Je regarderai certainement parce que ça fait un bail qu'on n'a pas vu notre cher JCVD à l'œuvre. Puis pour qu'un mec qui a 60 ans, il le fait bien. Je vous recommande, si vous avez l'occasion de le revoir, ça doit être toujours en plus en mémoire sur MyCanal, l'émission qui lui a été consacrée, euh, Click Plus, je crois, avec Mouloud Achour. Puis il a une interview d'ailleurs de lui dans le. Tiens, je vais vous montrer un truc. Je me suis fait un petit plaisir. J'ai été abonné, comme je vous disais, pendant des années. Et le jour, en faisant des courses, j'ai pris. Alors, qu'est-ce qu'on voit en couverture? Oh, Fast and Furious 9, dis donc. Et Hmm. qu'est-ce qu'il y a un petit peu plus bas? JCVD. Oui, la Ah JCVD. oui, 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 Ah oui. effectivement. Rentrons du troisième kick. Pas Il y a mal, toujours un petit pas jeu de mal. mots. Voilà. Oh putain. Et c'est là donc, par rapport aux premières, et j'évoquais l'été américain, les périodes où ils sortent les gros blockbusters. J'avais le précédent premier que j'ai acheté, c'est quand il y a eu Mission Impossible 7 qui est sorti, donc c'était l'été 2018-19. Il est sorti 2019, Mission Impossible 7. Ah, rien que je suis incapable de te dire, moi. Mission Impossible 6, pardon. Oh là là, Vincent, réveille-toi. Je dis beaucoup de bêtises ce soir. C'est Mission Impossible 6 qui était sorti il y a 2 ans. Attends, ça passe tellement vite le temps. Qui c'était? Oui, Le ouais, dernier surtout. premier C'est sûr que le dernier premier que j'ai acheté, c'était dans cette période-là. Euh, je vais retrouver. Parce que je crois que le tournage du dernier Mission Impossible a dû être terminé. Quasiment. Ah, tiens, on évoque les sorties ciné pour cette année. Il y a le Top Gun Maverick qui doit sortir. Oui, tout à fait, ça aussi, ça fait partie de ceux Et, que je me suis noté, que j'attends. et comme je suis sur Wiki, je vais bien vous retrouver s'ils le disent quand est-ce qu'ils sortent. Alors. Ouais, Karim nous dit Donc, ouais, 3 ans au moins c'était pour bien il y a Fallout. 3 ans. Mission Impossible 6, c'était bien il y a 3 ans. Fallout. Fallout, ouais, c'est C'était en ce que nous disait 2018. Karim, il disait 3 ans au moins là dans le chat. Ah oui. Ouais. Top Gun Maverick doit sortir. Salut Karim d'ailleurs au passage. Carré. Ah, Carré. c'est marqué de sortie 2021, mais du coup ils disent pas quand. Bon. Ah, ils disent DVD, oui, parce que là c'est des films Netflix en plus. Ça, Mm. mais tiens, un film qui aurait été sympa à voir
puisque la dernière fois que le dernier débat qu'on a fait, j'ai pas acheté le magazine qui lui était consacré là, c'était sur un Mad Movies d'ailleurs, je crois qu'il lui était consacré. La Palme d'Or de Cannes de cette année, de Cannes 2021, c'est Titane. Hmm. Et on n'a pas vu un film aussi qui met mal à l'aise les gens depuis Doberman et depuis Irréversible. D'accord, ouais, j'ai entendu un peu ces histoires-là. J'ai Euh, aucune idée en fait, dans quoi consiste ce film Titan. Il y a quoi? Il y a Bac Nord qui sort le 18 août. Là, je suis sur le premier du coup. Ah oui, ça j'ai vu la Euh, bande-annonce hier, ça Ça a a l'air l'air d'être quelque chose. sympa. Avec Gilles Lelouch, avec François Civil. Ouais. François Civil d'ailleurs, qui est un acteur super que moi j'ai découvert dans la série 10%. Et qui était venu au Festival du film policier à Beaune, quand ça se faisait encore, il y a 2 ou 3 ans, je crois. Qu'est-ce qui sort ces jours-ci? Il y a un film iranien qui sort le 28 juillet, donc qui est sorti, La loi de Téhéran. D'accord, fallait savoir qu'il y a des films iraniens qui sortent quand même. C'est Bah ouais, sympa de ma voir foi. des films un peu étrangers comme ça, hors France Ouais, et ouais. États-Unis. Bah, j'avais vu une bande-annonce d'un film japonais d'ailleurs quand j'étais allé voir OSS là, je sais plus comment il s'appelait. Je sais plus une Open his- Source Software 117. D'ailleurs, La loi de Téhéran et Bac Nord ont chacun 4 étoiles dans la critique. Euh, Titan, ouais, Titan, c'est un film à aller voir, quoi. Ça va être bien dérangeant, mais c'est à aller voir. Hmm. C'est Hmm. Ah bah tiens, il y a Loki qui sort. Ah oui, mais sur Disney+. Ah oui, ça c'est la série Loki, ouais. Tout à fait. D'ailleurs, Oui, parce que faudrait que je la maintenant qu'il garde, y un a de ces les quatre. plateformes, Paraît que c'est maintenant sympa. qu'il y a les plateformes, ils doivent critiquer bah oui, les streaming VOD, DVD. Oui, ça fait Hmm. longtemps que je n'achetais plus première, mais oui, on critique aussi les films qui sortent. Ah bah oui, il faut s'adapter, hein. Faut s'adapter. S'ils commencent à snober ce qui sort en dehors des grands écrans, surtout ces 2 dernières années, il va plus leur rester grand chose à se mettre sous la dent. Ah, tiens, Ah, tiens, tiens. ah. Ah, c'est Kalim. Ouais, 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 Ah, Monsieur le ouais. Président! ça y est. On sent qu'il y a des gens qui travaillent, hein. Bah écoute, c'est la pause. T'as vu des films toi récemment qui sont sortis? Bah écoute, pas du tout. J'ai juste vu les films Netflix, c'est plus ça. Ah, Parce que franchement, je voulais vraiment avoir du temps pour voir les nouveaux films. Parce que là, franchement, je suis énervé parce que j'ai toujours pas vu Camelot, euh, ah, ouais. Ouais, moi j'ai vu. l'incontournable. Moi j'ai vu, j'ai vu. Euh, Euh, j'ai pas vu Rapide et Furieux aussi. Rapide Je et note. furieux. Bon, j'espère juste minimum que j'arriverai pour le prochain James Bond. On y croit. Ouais, tout de même, tout de On même. t'attend, hein. On t'attend, hein. Enfin, Enfin, moi, je t'attends en tout cas. Hmm. Même Laurentin va nous rejoindre, je pense, pour le Bond. version Covid, on verra. Mais C'est ça. Hmm. non, bah sinon c'est voilà quoi. C'est même Black Widow, je l'ai pas vu. Et Jeanne, parle-nous de Jeanne. Ah mais Jeanne, c'est le plus beau film finalement en fait. Je crois que c'est du génie là. Mais je crois qu'il faudra que je le commande. Faudra que je le Ah, commande. C'est bonjour, pas- Ptiote Mimi dans le chat, j'ai une petite idée de qui c'est. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un très beau film. Il est disponible à la Fnac, placement de produit. Ah, ouais, c'est Mais bien. On est à deux placements de produits, un troisième et on sera bon. On sera Ouais, derrière. j'ai regardé les sorties Blu-ray dans première. Il y a le euh, Alamo de John Wayne qui ressort. Blu-ray. bah Ah, cool ça. écoute, en ce moment, je vois un coup avec le sponsor. Et Bah voilà, voilà, c'est bon, Voilà. on a tous les sponsors on qu'il a faut. rempli le quota. Ça vient de chez Cheap Cheap, pas de marque. Toujours une petite référence à la Cité de la Peur à chaque fois, à chaque débat. Alors, Il y a l'équipe des mecs avec le casque contre l'équipe des mecs à lunettes quand même, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, l'équipe des mecs à portable, l'équipe des mecs à ordi. bah, Aussi, écoute, oui. on fait un Warzone tous les quatre, et puis, non, Fortnite. Allez, à Fortnite, c'est parti. Ouais, Non, mais là, on peut faire les 4 fantastiques, on peut faire. Il y a quoi d'autre comme film avec 4 mecs les Tortues Ninja. Tout le monde s'en branle, le ouais. premier. Ah, moi Ah. je suis Michelangelo, j'adore les pizzas. Et en plus, son bandeau il est orange, c'est ma couleur préférée. Non, moi, jamais les pizzas, ça me dure même pas 10 minutes. Voilà.
Pour moi, l'audience a augmenté depuis que... T'as une jolie salle de pause à ton boulot, je trouve. Ouais, c'est décor marron, Avec du savon. c'est orange, c'est côté ensoleillé. Euh, Bon, bah, je vois que Dom est parti pour nous envoyer des petits extraits de Camelot à tour de bras, donc autant parler du film. Pas faux. Euh, Moi, je n'en parlerai pas du fait que je n'irai pas le voir parce que je n'ai pas suivi la série. c'est ça, voilà. Alors oui, d'ailleurs, commençons par là. Du coup, c'est vrai qu'il y a j'ai vu pas mal de gens qui disaient que ouais, c'était pas mal pour que tu pouvais le voir sans avoir vu la série, que c'était pas un problème et tout. Je suis pas tout à fait d'accord, perso, après l'avoir vu. Autant, bon, tu arriveras globalement à comprendre l'histoire, machin. Arthur, qui était roi de Bretagne, qui ne l'est plus, mais va revenir. Ouais, mais il va te manquer une part, quoi. C'est ça. Bah, Et surtout qu'en fait, tu vas pas pouvoir vraiment apprécier en fait le film. Tu vas pas pouvoir apprécier de revoir les personnages qui se rencontrent après 10 ans. Tu vas pas. Enfin ouais, il va te manquer un peu l'émotion dans le film et c'est dommage parce que c'est un film qui joue énormément sur l'émotion. Je veux dire, c'est voilà, c'est de l'humour du sentiment et tout ça. Et tout repose un peu là-dessus. Donc je pense que si tu n'as pas vu la série, tu peux, ouais, que quelqu'un t'invite à voir le film, bon, tu peux le regarder. Et tu devrais pas trop te faire chier non plus, euh, mais comment dire, tu vas pas pouvoir vraiment apprécier. Et, si tu l'as pas vu, c'est pas vraiment la peine d'aller. Si t'as pas vu la série, je veux dire, c'est pas la peine d'aller te payer une place de cinéma pour voir un film que tu trouveras tout juste gentillet, je pense. Enfin, c'est mon avis. Moi, perso, voilà, j'avais vu la série, mais je trouve qu'il y a trop de choses dans le film qui font référence à la série et qui sont bien Après, parce que ça fait référence. après, je pense que comment Astier aussi, il veut préparer une petite surprise du fait que il avait envisagé de faire une suite, voire même une Ah trilogie. bah là, clairement, c'est parti pour la trilogie, hein. Ça, y a aucun Je doute pense que, là-dessus. On je est pense sur une que fin. c'est comment dire, c'est le tour de chauffe. Hmm. Je pense Bah, que c'est ouais. un tour de chauffe et après il sera d'attaque. Oui, bah y a un petit peu de ça aussi. C'est vrai Et que, là, on a enfin, perdu. voilà, ouais, bon, ça arrive, des fois il clique à côté. Euh, c'est que, enfin, ouais, dans le film, si tu veux, enfin, à la fin du film, tu comprends bien, c'est clairement un tremplin pour la suite, hein. Là, y a aucun doute là-dessus, il t'annonce que va y avoir de la suite. D'ailleurs, c'est un petit peu aussi le cas de SS-117, le troisième, qui relance un petit peu pour une suite un peu plus, mais un peu moins fortement que Camelot. Ou Camelot, là, clairement, on te dit, ok, c'est bon, premier volet. La caméra, sort du cadre. Et pendant qu'il y a Mimi qui nous largue des répliques à son tour dans le chat, le gras c'est la vie, elle est où la poulette. Mais c'est Pas de bien. bras, pas de chocolat. Ouais, sur Camelot, ouais, voilà, il te lance clairement sur la suite. Même si malgré ça, moi c'est quelque chose que j'ai ressenti. On parlait l'autre fois des séries adaptées au cinéma. T'avais dit que le Simpson le film c'était un peu comme un épisode mais qui durait 1 heure et demie. Là, Camelot, j'ai un peu plus l'impression d'une saison qui durait 2 heures. J'ai trouvé, enfin, par contraste avec la série surtout, ça, il y avait un côté un petit peu expéditif. Le mec qui part du fin fond de la Méditerranée, personne, tout le monde le croit mort, tout ça, et en 2 heures, il va refaire tout le trajet, retrouver ses alliés, mais, enfin, sans spoiler, mais voilà, il y a énormément de choses qui vont se passer en 2 heures de film. C'est Euh, une épopée de ouf, quoi. c'est ça, bah disons Mais que voilà, tout ce qui a ça pris. fait 10 ans qu'on n'a pas vu ton pif. Ouais, voilà, c'est ça, et tout le monde le croit mort, et tout ça, et il va revenir, il va refaire toutes les étapes en 2 heures de film. Et c'est sûr que par comparaison avec la série, où il prenait la moitié d'une saison pour faire un demi-tour à 50 km de Camelot, tu vois, ça, ouais, c'est sûr, ça fait un certain contraste, moi ça m'a un peu perturbé, faudrait que j'aille le revoir, je pense, pour pouvoir vraiment un peu plus ouais, le prendre en tant que tel, comme dirait Perceval. Euh, Parce que c'est vrai qu'il y avait tellement d'attentes dessus que j'ai l'impression d'avoir été un peu perturbé plus que juste comme ça, spectateur, tu regardes le film et tu te fais plaisir. Mais voilà, mais sinon il est bien, il est marrant,
très très beau, la direction artistique est assez intéressante. Les costumes sont assez chelous des fois. Je pense que si vous avez vu la bande-annonce, vous savez à peu près quel genre de costume je parle, mais c'est joli. Il y a un côté, moi, que j'ai trouvé un petit peu du coup expéditif par comparaison avec la série, mais je pense que là, avec les deux autres volets, ça va pas chômer non plus, hein, et clairement, s'il a mis tout ça dans le premier film, c'est qu'il y en avait encore pour les deux autres. Ouais, après, on va dire. Et enfin, oui, voilà, il y a encore un Graal à trouver, hein, mine de rien, donc ouais, clairement, il y a encore de quoi faire. Et moi, perso, voilà, pour vous le dire, j'ai hâte de voir la suite. On devrait pas attendre 10 ans cette fois-ci pour la voir. Et j'ai hâte de voir ça. Ouais, j'espère que le J'aime Covid la va biscotte. nous en sortir. Oh, ouais, ça va, d'ici comme le deuxième volet, on sera au Covid-23, t'inquiète pas. Ben, on espère bien. Elle a signé l'autorisation de droit à l'image cette bouteille ou J'aime me beurrer la biscotte. Du coup, pour ceux, Bon, pour ceux enfin qui bref. n'étaient pas là quand on parlait de OSS 117, voilà, j'ai trouvé pas mal. Ouais, moi, c'était la meilleure course-poursuite dans le 2, c'était génial. Oui, celle dans l'hôpital là, oui. Ah, c'est sûr, elle est épique. Celle-là, franchement, je pense qu'elle a cassé tous les codes des films d'action. Ah bah oui, c'est un peu aussi le principe de Dis que cette. c'était Fast and Furious, mais en fait, au final, non. Alors, là, pas du tout, c'est tout le contraire. Hmm. Ouais, ouais, donc ouais, voilà, pour ce que je disais sur OSS 117, voilà, visiblement je suis le seul ici pour l'instant à l'avoir vu, ce qui est normal, il est sorti hier. Euh, voilà, bon, de toute façon, je pense que les fans de la série Camelot, j'ai pas besoin de leur dire d'aller voir le film. Je, voilà, je les avertis ce que moi j'en ai pensé. Mais après, chacun peut se faire son petit avis. Il est pas parfait, comme encore une fois, aucun film n'est jamais parfait. Mais, mais il est très bien. OSS 117, il est pas mal. Moi, je trouve que ça vaut le temps qu'on passe dans la salle. Black Widow, j'ai pensé pareil, même si c'est quand même très très dommage parce qu'il n'y avait pas grand chose à changer pour en faire vraiment un bon film qui allait vraiment au-delà de. Franchement, on enlevait un petit peu certains côtés dans Black Widow aussi, aussi quelque chose qui a fait beaucoup de bruit et je comprends un peu pourquoi. T'as quasiment tous les personnages qui sont en russe et dans le film, entre eux, ils parlent anglais. Enfin, bon, moi je l'ai vu en VO, ils parlent anglais avec un accent Merde, russe du coup. Ce qui, pardon. ce qui fait un petit peu chelou parce que du coup, enfin, soit tu les fais parler russe avec les sous-titres, soit tu les fais parler complètement anglais en mode un petit peu bon bah voilà c'est bon on a compris ils sont russes et tout ça. Là ça fait un petit peu bizarre, ça donne l'impression qu'ils se forcent à parler anglais alors qu'ils sont tous russes. Ça fait un peu chelou. Voilà, c'est un détail, mais ça fait partie, tu vois, les petits trucs qui te font dire, hein, le film est pas, il est bien, mais il y a un mais quoi. Et je trouve que Hmm. ce film, plus que beaucoup, vraiment avait le potentiel d'être très très bon. Ça avait le potentiel. Moi, les meilleurs Marvel pour moi, c'est des films comme Black Panther ou Le Soldat de l'hiver ou des trucs comme ça qui vont chercher un petit peu un sentiment un peu plus au-delà que de la baston. Et là, ben, Black Widow essaye de faire ça, mais il y a quand même, on ramène les grosses explosions notamment sur la fin et certains trucs. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Il y avait moyen de faire quelque chose de beaucoup mieux. Là, je l'ai trouvé bien, mais avec beaucoup de potentiel raté, quoi. Je pense qu'il vaut la peine d'être vu, mais qu'il vaudrait vachement plus la peine s'il y avait eu peut-être un peu moins de producteurs qui fourrent leur nez dans le cahier des charges. J'ai eu cette impression qu'il y avait un cahier des charges Marvel qui avait été mis. Qu'est-ce que tu nous fous, toi? Et Bah, je complète ce qu'il dit, en fait. Merci les producteurs américains. C'est un peu, ouais, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de films qui sont comme ça où tu sens qu'ils ont rajouté des trucs parce qu'ils se disaient faut qu'il y ait ça et ça casse l'esprit un petit peu d'origine du film. Enfin, je sais pas si vous avez d'autres exemples qui vous viennent en tête là, comme ça, j'en ai pas, mais c'est pas la première fois tu qu'on veux, voit ce genre de tu choses. veux dire quoi? Un cliché qui revient dans plein de Bah, films? pas forcément, mais genre un film
où tu sens qu'il y avait une volonté de faire un truc un petit peu qui sort de l'ordinaire et tout ça, et les Donc, producteurs qui ont avec regardé et qui de ont dit non, moi je recul. veux un truc qui soit dans ce que les spectateurs attendent, je veux que ce soit comme on l'attend. Et tu sens qu'ils ont rajouté des trucs après pour, tu vois, je sais pas, une scène d'action qui sert un peu à rien, mais il y a le producteur qui s'est dit il y a pas assez d'action. Tu vois, des fois tu sens ce genre de truc, je trouve, dans des films où tu Ouais, te dis ils ont voulu, ils se sont dit non, on peut pas sortir le film sans, et finalement ils auraient mieux fait. Euh, Ah bah, ouais, emmerdé, emmerdé. c'est ça. Tu Après il y sais, a aussi. les Bronzés 3, tu regardais la bande-annonce, t'avais même pas besoin de te déplacer au cinéma. Ouais, ça peut. Bah, c'est aussi les bandes annonces, c'est vrai que ça peut aussi être le summum de ce genre de truc, parce que du coup, je pense que souvent le réalisateur, on lui demande pas forcément beaucoup pour la bande annonce, c'est l'équipe marketing qui se met dessus et qui prend les gros plans qui ont coûté cher, qui mettent en avant des stars et tout ça, ils mettent un peu tout, ils mettent les trucs qui donneront le plus envie aux gens de venir, et puis. Mais ça n'aura pas forcément. Ouais, effectivement, ça peut des fois gâcher le plaisir du film. Moi, puisqu'on parlait des Ouais, Marvel aussi. et bah, tiens, je viens vite chaud sur la bande-annonce. Hmm. Ouais, c'est là que je viens sur le point par exemple, de Camelot. Et que, en fait, par rapport à ce que j'ai vu que les bandes-annonces, bah, la bande-annonce de Camelot te donnait beaucoup plus de suspense pour découvrir le truc. Tout Il à te fait. dévoilait pas, en fait. Il te disait juste les personnages et tout. Hmm. Voilà, ça c'est bien. Mais pas la quête, tu sais pas du tout, tu sais pas le chemin, tu sais pas rien du tout. Sauf que quand tu regardes un film américain, tu sais qui est le méchant, qui est le truc. Bah, voilà. C'est Voilà. ça. Donc, c'est En fait, le film s'est fait en 10 minutes. Voilà. Enfin, ouais, en c'est vrai que des cumulé, fois il y a hein. ça. Bande annonce profondie. C'est vrai que des fois ça fait un peu ça. Alors moi je crois que je l'avais déjà cité dans un autre débat, mais hein, le contre-exemple pour moi c'était la bande-annonce d'Avengers Endgame, qui te fait penser que le défi ça va être de retrouver Thanos après la fin d'Infinity War, et en fait dans le film il le retrouve très vite et après on passe à autre chose, enfin l'histoire évolue, voilà, si vous avez vu vous savez que il y a quand même Thanos sur la suite, mais la bande-annonce t'induit un petit peu en erreur là-dessus, histoire de te donner envie de venir, mais sans te raconter la suite. Ça, c'était une bonne réussite. Camelot, pareil, ça te donne envie de venir, ça te fait voir des lieux et tout. Tu te dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça va. C'est peut-être aussi ça qui m'a fait ce petit sentiment de côté expéditif par rapport au film. C'est peut-être aussi que je m'étais un peu trop imaginé qu'il se passerait des trucs dans les lieux, enfin on voit des lieux orientaux et tout ça, et j'ai peut-être un peu trop imaginé qu'il allait se passer la moitié du film dedans, et au final ça reste pas énormément longtemps, mais enfin voilà, c'est surtout sur le début, et je sais pas, peut-être au bout d'une demi-heure c'est bon, on est revenu dans le territoire plus européen de l'Ouest, quoi. Mais oui, je confirme que la bande-annonce de Camelot ne donne rien de trop important qui cacherait le plaisir du film, clairement. Ouais. Et ouais, une bonne bande-annonce, c'est compliqué, et je pense que souvent c'est un peu gâché par une volonté de faire venir les gens en leur mettant tout ce qui vont leur plaire dans le film, et du coup en leur laissant plus rien à découvrir au film, ou des fois en étant décalé par rapport au ton du film. Moi, quand on parlait des Marvel, ça me fait penser à l'époque où il y avait Captain America qui était sorti. Je crois que c'était après la sortie de Thor. J'avais vu Thor, j'avais aimé Thor. Du coup, je m'étais dit, je vais Et t'avais peut-être aller raison. voir. Hmm. Et De t'avais quoi? raison. C'est ça, c'est ça, j'ai pas eu tort. Euh, et euh, et j'avais vu la bande-annonce de Captain America, et en fait, la bande-annonce c'était tellement de flash, de plein de plans, de bastons et tout ça, de trucs qui s'enchaînaient super rapidement. Je te jure, la bande-annonce elle durait 1 minute et demie, ça m'avait déjà donné mal au crâne. Donc je me suis dit, ok, je vais pas voir le film. Si c'est pour passer 2 heures devant un stroboscope d'images comme ça, c'est pas la peine. Puis bon, après quelques années, après avoir continué à regarder le MCU un petit peu, les autres films Marvel, je suis revenu sur Captain America, et ouais, il est beaucoup mieux que ce que je pensais d'après la bande-annonce. Et c'est pour ça, des fois, faut peut-être pas abuser sur les bandes-annonces en essayant de trop en mettre. Ça risque des fois de pas être fidèle vraiment au contenu du film, et ça reste quand même quelque chose de dommage. Le but de la bande-annonce à la base, c'est aussi de te faire un petit peu savoir ce qu'il va y avoir dans le film. Hmm. Bon, C'est- moi, je vais vous laisser Hmm. parce que il est temps de Ouais, reprendre, et hein. il faut.
autre C'est notre temps, époque. autre mœurs, autres critères aussi. C'était une autre époque, mes enfants. Hein? Autre critère, oui, et Karim te dira pas le D'autres critères. Ah, d'autres critères. Ah oui, oui. Mais, Ouais, putain. ouais. Mais c'est vrai que c'est aussi, enfin, je sais plus si je l'avais dit dans un live précédent, je commence à m'y perdre. Mais c'est comme quand je regarde quand comme je vous l'ai dit, voilà, je regarde les James Bond depuis le début, histoire de me faire ma culture là-dessus. C'est vrai que quand tu regardes les premiers James Bond d'aujourd'hui, t'as à la limite plus l'impression, ça te fait plus penser aux parodies qu'il y a eu après qu'à un vrai film comme les James Bond que tu vois aujourd'hui. C'est plus les mêmes codes, tu vois, c'est plus pareil et ça fait un peu bizarre des fois quand tu regardes, tu dis ok, c'était donc ça le super film. Les critères changent, hein, des fois c'est pas juste des questions de Ouais, censure ou de je sais pas chaque, quoi. Hein. chaque James Bond est attendu, de toute Mm. façon. Ouais, ouais. Bah, c'est-à-dire qu'à part le premier en 62, 5 octobre 62, hein, le James Bond Mm. 007 contre Dr. No, parce que le titre français, pour le coup, c'est James Bond 007 contre Dr. No. La version originale, c'est Dr. No tout court, comme le titre du roman. Mhm. Donc, quand il est sorti, euh, les gens, ils attendaient pas spécifiquement le film. Et en fait, il a rapporté quand même 6 fois ce qu'il avait coûté. Mm. Et à partir de Bon baiser de Russie, où là, c'était la suite directe, ça a commencé à être attendu. Et surtout, bah, Goldfinger, le troisième film en 64, où les cinémas étaient ouverts H24. Même la nuit, ils étaient ouverts. Aujourd'hui, un cinéma, passer la dernière séance de 22 heures, c'est fini, c'est mort. Oublié. Goldfinger, c'est ce qui a lancé la James Bond mania avec les premiers marketing de l'époque, hein, les vêtements, les gadgets, les petites voitures Aston Martin se sont vendues par palette. Le- la voiture en elle-même aussi s'est bien vendue, surtout pour les collectionneurs aujourd'hui. Euh, non, non, il y avait des files d'attente dans les cinémas parisiens. Quand je vois certains bonus, des fois dans les films, même à Londres, hein, c'était quelque chose. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah écoute, j'ai eu envie de dire, limite heureusement que le premier était pas trop attendu parce que, en soi, enfin, quand tu compares à ceux qui sont venus après, je trouve Doctor No est quand même pas transcendant. Il y a quelques bonnes idées dedans, mais c'est pas. Enfin, personnellement, par rapport à bon, baiser de Russie, à Goldfinger, ouais, d'autres qui ont suivi, je trouvais Et tu sais qu'il que démarrait petit, quoi. encore une fois, encore une anecdote là-dessus, ils devaient démarrer en fait, parce qu'ils ont racheté donc les droits des romans ont été rachetés par Albert Broccoli à l'époque, Harry Saltzman. En 58, ils ont racheté les droits. Ils ont mis 4 ans à monter leur premier film. Et donc, ils avaient racheté les droits. Ils n'avaient pas pu obtenir ceux de Casino Royale pour les raisons que l'on sait, puisqu'il y a eu une version télé qui était sortie en 54, un an après la sortie du roman. Et au départ, le premier James Bond devait être Opération Tonnerre. Sauf que ils se sont rendus compte que dans celui-ci, ils voyageaient beaucoup, que ça allait coûter bonbon, et ils ont dit on va commencer par Docteur No, qui est le 6e roman dans l'histoire, dans l'ordre. Et parce que le roman Docteur No, bah, toute l'action se passe à la Jamaïque. Ouais. Et là, ils ont dit bon, bah, quitte à le faire voyager, ça fera juste Londres et la Jamaïque, ce sera très bien, il n'ira pas aux 4 coins du monde. Donc, ils ont commencé par celui-ci pour des raisons budgétaires, purement. D'accord. Bah écoute, non, ma foi, c'est un bon plan. Hein. Faut pas commencer à avoir les yeux plus gros que le ventre dès le départ, hein, sinon après c'est un Dominique, risque de se viander. Dominique, il est à fond avec les Hmm. petites blagounes. Ah, les petits. Ah, les petits extraits là, ouais. Et puisque tu parlais, oui, des bandes annonces et des films qui sont un petit peu dénaturés ou pas, puisque je reviens sur Fast 9, j'ai dit tout à l'heure que John Cena dans le film c'était le petit frère de Dom Toretto, mais ça on le sait même dans la bande annonce. Je n'apprends rien à personne, Oui, sauf pour ceux effectivement, qui n'ont même pas, je crois sauf que même pour moi ceux je le qui n'ont même savais. pas vu la bande annonce. Et ça quelque part pour le coup, tu vois, et ben c'est le genre d'anecdote pour l'histoire, parce que là, c'est que scénaristiquement parlant, les Fast and Furious ne sont pas très originaux. Hmm. Et ça, j'aurais bien aimé que ce petit plus
dans l'histoire, le frère, les deux frères qui vont s'affronter, ennemis, tout ça, pourquoi ils sont fâchés? Parce que c'est ce qui est en suspens quand même dans la bande-annonce, c'est pourquoi l'un en veut à l'autre. Et ben, j'aurais aimé que ça reste vraiment qu'on nous, enfin John Cena, je veux pas dire qu'on ne le voyait pas pendant la bande-annonce, mais qu'on voit, je sais pas moi, qu'on le voit très peu dans la bande-annonce. Mhm. Qu'on sache pas du tout qui c'est, tu vois. Ouais. Ou se dire, bah, il est en train de faire des conneries, c'est le méchant de l'histoire, mais puis après, quand tu découvrirais le film, ah bah oui, mais c'est le petit frère de Dom, tu vois. Mais ouais, ça a été bah, le Fast 9 là-dessus. Bon. Mm. Après voilà, c'est toujours aussi l'équilibre à trouver entre pas trop en révéler, mais quand même donner envie de venir, tu vois. Je pense que enfin, je me souviens plus exactement ce qu'on dit dans la bande-annonce, mais si tu lui dis c'est son frère et on le voit juste un petit peu et on sait pas, on sent qu'il est pas commode et tout ça. Pour moi, Bah, dès c'est la bande-annonce, ils se mettent sur la gueule. ouais, Donc voilà. Oui, déjà rien que bah ça, tu te dis, ah oui, quand même, ils se tapent dessus. Bon, d'accord. voilà. Mais après, enfin, je sais pas, je me dis s'ils disent que c'est son frère et que tu comprends qu'effectivement il y a quelque chose entre eux, mais que tu sais pas quoi, ça peut être intéressant. S'ils commencent à révéler carrément dans la bande-annonce, tu as fait ça, quoi, notre père, je sais absolument pas l'histoire. Mais voilà, là effectivement, là c'est complètement paumé. Mais je sais pas, je me dis, enfin, moi, je trouve que le pari est peut-être pas si mauvais de leur part de révéler juste qui il est pour donner envie de savoir, comment dire, vraiment, Pourquoi ils sont devenus ennemis? ouais, pour Oui, savoir qui il est en tant que, par rapport à lui, tu vois, pas juste, enfin, tu vois, c'est vrai. juste dire c'est son frère, c'est pas intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est sa relation, c'est leur passé et tout ça. Donc Mm. je pense que c'est pas, enfin, dans un calcul, tu vois, en termes marketing, évidemment, s'il l'avait pas révélé, ça aurait fait encore plus de surprises pour le film, mais peut-être que ça aurait donné moins envie à certaines personnes d'aller voir le film, tu vois. Donc je pense qu'ils ont dû faire ce calcul dans leur tête et j'ai, là je pense que j'aurais fait le même calcul qu'eux, que j'aurais dit Ouais, c'est son frère et on- c'est limite du putaclic cinématographique. bah j'ai envie de dire c'est du putaclic si ça si t'as pas si tes attentes sont pas si c'est pas à la hauteur des attentes derrière, tu vois. Quand on parle de putaclic sur internet, c'est vraiment un titre, je sais pas, d'article qui dit les scientifiques ont découvert un nouvel univers parallèle, et puis tu regardes l'article, et puis en fait, bon, il y a une mesure quelque part dans un labo en Antarctique, dont une des explications pourrait être une particule qui vient d'un univers parallèle, enfin, Ouais. tu vois, ça pour moi, c'est parce que on te fait des Donc, grosses attentes, mais que le film, enfin, que ce qu'il y a derrière ne suit pas. le fait que, selon toi, ce que dit Vincent, les acteurs n'ont pas été bien choisis pour représenter bah, Vin Diesel et tout ça dans leur enfance, est-ce que tu penses que ça cache un peu le plaisir ou pas? Bah ça je sais pas, vu que je n'ai pas vu le film, et de ce que j'ai compris, Vincent ça l'a un petit peu, ça lui a un petit peu gâché le truc parce qu'il a passé plein de temps à essayer de comprendre désespérément le passé des personnages parce qu'en fait il savait pas qui était qui. Et Bah, que... c'est-à-dire qu'au début, on les montre dans leur jeunesse, lors de la course qui tue à leur père. Et en fait, quand tu vois la carrure des deux bonhommes, des deux jeunes, franchement là-dessus, en plus, les deux jeunes acteurs sont super. Et tu te dis, il y en a un qui est plus costaud que l'autre. Et quand tu vois après Vin Diesel et John Cena qui fait quand même une tête de plus que lui, tu te dis, alors le plus costaud, c'est John Cena. Alors qu'en fait, non. Celui qui est plus chétif, après, c'est John Cena qui est costaud. Tu vois? Et c'était ça, c'était lui. Et Hmm. c'était Dom, qui est le frère aîné en plus, qui est le plus costaud étant jeune. Après, ah oui, attends, oui, parce que j'avais pas relié les points. Après, c'est vrai que s'il est plus âgé, peut-être que enfin, je sais pas, jeune, c'est jeune quel âge Bah, ils avaient 16-17 ans à l'époque. Ouais, oui, donc, ouais, ok, ouais, donc Donc tu t'entends le voir. grand frère est pas non plus, c'est pas autant s'il y avait un gamin de 8 ans et un de 5 ans, bon je comprends bien que le gamin de 8 ans il a beau être plus malingre, il reste quand même plus grand que l'autre quoi. Mais ouais, bon, c'est vrai que 16-17 ans, tu commences à voir les différences de carrure entre Ah les ouais, personnes. ils commencent à être un petit peu des jeunes hommes, quoi. Donc tu les vois, tu te dis, mais j'étais là, mais je dis, mais attends, pourquoi c'est lui qui se. Ah oui, d'accord. Et ah, mais en fait, c'est lui, Dom, d'accord. Hmm, Pourtant plus costaud que le Dom qu'on connaît. ouais. Mais ouais, ça après c'est aussi peut-être c'est un mauvais choix, peut-être qu'ils ont sont juste pas bien rendus compte que les gens ne comprenaient pas parce que peut-être que eux dans leur tête ils avaient déjà écrit le truc, ils savaient déjà qui était qui, et quand ils ont choisi, bon, ils ont choisi les acteurs sans trop faire gaffe,
et ils ont pas dû se rendre compte, je pense, que les gens comprendraient pas, parce que, enfin, j'en sais quelque chose, nous dans nos films, ça arrive des fois qu'il y a quelque chose qui nous paraisse limpide, et puis en fait on se rend compte en parlant avec les gens qui voient le film après qu'en fait c'était pas très clair pour les autres, mais que nous, comme nous on avait écrit le film, bah c'était assez clair, mais que en fait, vu de l'extérieur, ça allait pas. Pour Ouais. donner l'anecdote sur un de nos films, c'était notamment par exemple sur notre tout premier film. J'en avais peut-être déjà aussi parlé, je sais plus de quoi je Monter en parle, bas. d'accord. Monter en bas, tout à fait. Dans le film, en gros, pour résumer très brièvement l'histoire, t'as deux personnages qui sont des journalistes qui font une enquête sur enfin des millionnaires, des requins de la finance qui préparent un truc et tout ça. Leur article fait un scandale et tout ça, ils gagnent en succès grâce à ça et tout ça. Il y Corentin a tombe dans la drogue. C'est ça, voilà, il commence à brûler la mèche un peu trop vite, voilà, les deux se séparent, enfin les deux journalistes, donc là qui étaient un couple, se séparent, il y a une histoire un peu de tromperie avec le patron, enfin des machins comme ça, et puis, bon, spoiler du coup, euh, mais du coup il va y avoir des hommes de main qui vont venir les détruire quoi en gros et enfin voilà les personnages vont il y en a un qui va être emprisonné l'autre qui va mourir et des trucs comme ça et à la enfin et voilà parce que c'est des comment dire des hommes de main des mecs des millionnaires là comme je disais des requins de la finance qui sont pas contents qu'on ait révélé ce qu'ils étaient en train de faire évidemment. Et puis voilà, toute fin, en scène post-générique, il y a un des hommes de main qui appelle pour lui dire voilà, le travail est fait et tout ça. Et en fait, pour nous, ça semblait relativement clair que les hommes de main c'était des gars qui venaient des riches, mais il y a au moins un spectateur, peut-être d'autres parce que tout le monde n'a pas donné ses retours, mais il y a au moins un spectateur qui a cru que c'était tout lié à l'histoire passionnelle entre les deux journalistes et qui avait complètement pas imaginé que ça pouvait être lié à l'enquête du début et bon je pense qu'il n'avait pas vu la scène post générique et c'est effectivement c'était aussi une erreur de notre part de faire reposer un peu trop d'informations sur la scène post générique. La scène post générique c'est du bonus, c'est éventuellement ça annonce la suite s'il y en a une. Et quand tout le monde s'est déjà barré de la salle. C'est un petit peu ça hein, d'ailleurs. Alors d'ailleurs, hein, je tiens à préciser, pour Black Widow, il y a une scène post-générique, j'en ai parlé, de toute façon c'est un Marvel, vous le saviez. Pour Camelot, il y a aussi une scène post-générique. Et pour SF-117, il y a une scène, disons, pendant le générique. Elle n'est pas non plus après 5 minutes, mais faut rester un petit peu sur le générique quand même. Et pour Fast 9 aussi. Ah bah voilà, bah comme quoi, hein, maintenant c'est... Et Oui, oui, c'est vrai. c'est venu de où cette mode? Parce que c'est un peu chelou, parce que généralement, le générique, c'est le cordialement, tu signes, basta, le post-scriptum, tu le mets pas tout le temps, Je sais quoi. pas quel est le premier film à avoir fait une scène post-générique. Après, il faut se souvenir aussi quand même que dans des vieux films, les vieux films vraiment, années, je sais pas, 40, 50, 30, tout ça, souvent t'avais le générique de début où tu présentais tout le monde, et à la fin c'était marqué fin, tu vois. Il n'y avait pas de générique de fin. Oui, c'est vrai. Et après, il y a eu les génériques de fin qui ont commencé à apparaître. Et alors, dans certains films, t'as encore un générique de début. Il y en a un dans Black Widow, il y en a toujours dans les James Bond et tout ça. Ça, c'est une tradition de la saga. Mais c'est vrai que les génériques de fin, ça n'a pas toujours été systématique, quoi. Mm. Et je pense que, alors je sais pas, qui a été le premier film, je sais pas si t'étais en train de chercher là, ou autre chose. Après, j'ai vu, il y a plein de conceptions différentes, et je sais pas, des fois, pardon, t'as, le film, il démarre, boum, du ok, là, il y a une putain de scène et tout. Hop, fondu au noir. Et là, t'as le générique qui commence avec une scène toute calme du film où ça se déroule tranquille. Et ça arrive sur une transition souvent de discussion et tout, toute banale. Et à la fin, c'est pareil, boum, générique, et ils remettent encore du film après. C'est vraiment bizarre, ces différentes méthodes. C'est perturbant. Ouais, Bah, bah écoute, c'est plusieurs. Quand tu je t'attends à un schéma genre générique, film générique, et que t'as film générique, et Film. encore, voilà, bah en fait, tu te dis, mais bordel, mais où est le début, où est la fin, on comprend plus Ça, rien, c'était quoi. notamment sur les. moi, je me souviens, un truc qui avait été très bien fait, c'était pour Les Anges Gardiens. Il n'a Ah pas vu oui, les avec Gérard Depardieu et Comment il Clavier, s'appelle non, je déjà. sais plus.
Bah, le générique de fin, ils te mettent au départ le générique de fin qui défile, tout ça, et puis à un moment donné, ils s'arrêtent en plein milieu et ils te mettent les scènes de bêtisier. Et après, ils refont défiler le générique de fin. Hmm. Oui, c'est vrai que les scènes de bêtisier Le pendant le fait générique, c'est d'avoir aussi autre calé chose. de fait d'avoir calé le bêtisier à ce moment-là, c'était bien trouvé. Parce que tu te dis, nous on a vu le film, tout ça, puis tu vois le bêtisier, les scènes coupées, enfin, pas de scènes coupées, pour le coup, mais Oui, c'est bien de mettre ça, le bêtisier en post. ça C'est c'est bien une ça. autre approche, qui est souvent, bah, c'est souvent quand t'es dans une Mais il me comédie, semble ouais, qu'il c'est y a intéressant. plusieurs films de Jean-Marie Poiré qui ont fait ce système. Je crois Hmm. Les Visiteurs aussi, non? Je sais plus. Ouais, bah c'est assez courant en vrai, ouais, comme je disais dans les comédies, comme t'étais là pour te marrer pendant le film, bon bah si on a des trucs marrants à te rajouter en plus, autant y aller, hein. Pour Euh, l'opération Clandestine, ça a dû être fait aussi. Là, je suis en train de chercher, de regarder le premier film, d'après Wikipédia, le premier film à présenter une scène de post-crédit est Matt Helm, agent très spécial, sorti en février 66. La D'accord. Bah, scène c'est montre le pas personnage ça. principal accompagné d'un groupe de belles femmes avec la légende Matt Helm reviendra. Ah oui, bah là, ça va, c'est une scène toute conne, quoi. Oui, bah c'est ce que voilà, vaut mieux que la Ils scène ont commencé post-générique. petit, ils se sont dit, on va éviter de faire peur aux Non, gens. mais Non, ce qu'il y a, ouais. c'est que les scènes post-génériques, par exemple, des Fast and Furious, puisque là, il y en a une donc, sur le Fast 9, il n'y a pas eu de scène post-générique depuis Fast 6. Hmm. Donc, les premières scènes post-génériques, il y a le 1 alors la scène post-générique du 1, elle n'a pas tellement son importance. Par contre, à la fin du 5, du 6 et du 9, elle a son importance pour la suite. Hmm. Après, ouais, il y a à voir. Enfin, qu'est-ce que tu dis avoir son importance? Est-ce qu'il faut avoir vu la scène post-générique pour comprendre ce qui se passe après C'est ou ça. D'accord. Ouais, parce que c'est C'est-à-dire, comme. ça a son importance. La scène post-générique, parce que je sais pas, tu les as vus les Fast? Moi, pas du tout. J'en ai vu aucun. Bon, je vais pas te raconter. Tu Quoi peux, que... hein. Ouais, c'est-à-dire que alors, dans Fast and Furious 4, dans le film, Letty, donc Michelle Rodriguez, elle meurt. Hmm. Et à la scène post-génériste de Fast 5, Dwayne Johnson, qui apparaît d'ailleurs dans le premier Fast qu'il apparaît, c'est le 5. C'est pour beaucoup de gens, d'ailleurs, ils en parlaient dans les magazines, et pour moi-même, le meilleur Fast and Furious, c'est le 5. À la fin de Fast 5, il y a un gang il y a un gang qui fait des braquages, et dedans, il y a Letty. Et là, tu te dis, bah, en fait, elle était censée être morte. Hmm. Et en fait, tu te rends compte qu'elle n'est pas morte. Et à partir du 6, tu te rendras compte qu'elle n'est pas morte, mais complètement amnésique, par contre. Hmm. Elle se souvient plus avec qui elle était au départ et tout. Il y a des tas de choses dont elle se souvient plus. Et donc, ça va être ça, le fait qu'on essaie de lui faire recouvrer sa mémoire pour la suite. Donc, la scène post-générique du 6 annonce le 7 parce que bah, Jason Statham, qui est le grand méchant du 7, c'est le grand frère du méchant du 6. Donc, il veut venger son frère. Et là, pour le 9, c'est encore totalement autre chose. Je ne vais pas en parler parce que ça dénaturait pour ceux qui n'ont pas vu. Mais voilà. Et les Fast and Furious, oui, là-dessus, il faut vraiment rester jusqu'au bout. Et puisque on parle de générique de fin, je voudrais rendre un petit hommage à l'acteur Jean-Pierre Michael, qu'on voit en ce moment dans Ici tout commence. Bon, je suis cette série au départ, parce que ça parle de bouffe justement, mais au départ je suis pas très série française comme ça. Mais c'était pourtant bien fait. Donc Jean-Pierre Michael, pour beaucoup de gens, c'est Brad Pitt, c'est Keanu Reeves, c'est notre voix française, hein. Et il a fait la voix de Virgin pendant une période. Voilà, donc la voix française de Michael Fassbender ces dernières années, c'est lui aussi. Il a dit je vous conseille d'ailleurs à tous de regarder Il était une voix sur YouTube, présenté par Nathalie Carsanti. Donc c'est l'émission qui lui était consacrée. Il dit à un moment donné, et là-dessus je suis totalement d'accord avec lui, ce qu'il faudrait faire sur des films étrangers, ce serait présenter en fait quand tu as le générique de début du film avec les acteurs, et tout de suite mettre derrière qui est leur voix française. Parce que Hmm. qu'est-ce qui se passe à la fin d'un générique sur un film étranger? On avait dû en parler précédemment. Les gens commencent à se barrer s'il n'y a pas de scène post-générique. Et tout à la fin, mais vraiment tout à la fin, une fois que Ouais. le nom du distributeur est On te passé, rajoute un il y a petit le petit écran avec. carton avec les voix françaises. Ouais, c'est vrai qu'elles Adaptées. sont vraiment, vraiment mises tout à la fin. Tu sens que ça a été rajouté bah, après, quoi. Voilà, ça rajoute après pour les adaptations françaises. Et donc ça, il serait naturel
que à un moment donné, on rende hommage parce que encore, j'en avais déjà parlé précédemment, on y tient, nous, autres Français, à nos acteurs, on sait dans tel film, tiens, voilà, et puis celui-là, il me dit quelque chose, et puis après, alors moi qui commence à être imprégné depuis plus de 10 ans de voix française, je sais qui est qui à peu près, maintenant je connais le nom des acteurs, dont certains, comme Jean-Pierre Miquel, on ne fait pas que l'entendre, mais on le voit dans des films aussi et dans des séries. Et dans les premières saisons de RIS Police Scientifique, série française policière que je n'avais pas suivie parce que c'était les nouveaux formats en l'an 2000, des formats qui n'étaient plus de 1h30, du temps de Navarro, de Julie Lescaut, tout ça, des Cordiers, c'était des formats de 52 minutes, donc j'avais pas du tout adhéré. Mais ça avait l'air bien apparemment. C'était les experts à la française, en fait. Donc, il était dans les premières saisons, et puis il y a eu d'autres acteurs comme ça. Il y a même des acteurs, tiens, puisqu'on parle de séries policières françaises, pour moi, la meilleure, c'était le commissaire Moulin, Feu Yves Régnier. Dans le commissaire Moulin, on a vu Patrick Poivet, qui est notre donc, Bruce Willis. On a vu dans un épisode de 95 Dominique Paturel, qui est toujours vivant, qui a 90 ans, et j'adore Qu'un plan se déroule sans accroc. Tout le monde reconnaîtra qui est la voix, plus JR de Dallas, plus voilà, d'autres voix. Donc il y a eu des acteurs, on connaît les visages parce qu'ils apparaissent dans d'autres. Et ça, c'est bien de le rendre. Ce serait bien que, oui, non, ça en début et non à la fin. Ouais, non, c'est vrai que les voix sont quand même quelque chose de très important au cinéma, et c'est vrai que ouais, pour le cinéma français, c'est dommage qu'il y ait pas plus d'attention pour les voix françaises. On a quand même cette chance incroyable, hein, comme j'en ai parlé sur le dernier débat, parlé, que ouais. Matt Groening préfère la version française des Simpsons quand même. Par rapport, ouais. Ouais, c'est vrai, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Ils méritent, enfin, c'est des comédiens, quoi. C'est des comédiens, même si on n'entend que leur voix. La voix, c'est quand même déjà quelque chose qui se travaille et qui demande certain talent, un certain travail. Alors, puisque tu en parles justement, puisque tu parles de voix française, je voudrais en citer une en particulier. Parce que récemment, j'ai vu, comment ça s'appelle, des films que je n'avais pas vu depuis très longtemps avec Terence Hill et Bud Spencer. Donc, on l'appelle Trinita. Ah ouais, faut que je les Voilà. vois, les Trinita. Alors, le Trinita, enfin, on l'appelle Trinita, le premier que j'ai vu l'autre jour, c'était en plus un deuxième doublage. Et c'était Patrick Poivet qui faisait la voix de Terence Hill, parce qu'il y avait eu un précédent doublage. Et après celui-ci, il lui avait attribué Dominique Paturel, d'ailleurs, dans les derniers films qu'ils ont fait ensemble, c'était lui. En fait, pourquoi je parle de ça? C'est parce que la voix française de Bud Spencer, c'était Claude Bertrand. Et Claude Bertrand est décédé en 86. C'était la voix française de Sir Roger Moore sur les James Bond, Le Saint amicalement vôtre. C'était sa voix historique. Et en fait, Merde. qu'est-ce que tu veux, Non, pardon. Non, désolé, c'est mon pavé numérique, il est bindé sur des trucs. Reste avec nous. Et donc, Claude Bertrand avait un timbre de voix. Et donc je le sais parce qu'il a dit dans une interview, il avait un timbre de voix très clair, très, très limpide pour Roger Moore. Il voulait que ça soit une voix de gentleman anglais. Alors que son timbre de voix à lui, qui était beaucoup plus grave, c'est sa voix naturelle sur Bud Spencer. D'accord. Hein, les fameux films avec Terence Hill et Bud Spencer. D'ailleurs, dans c'est les bastons, c'est surtout des baffes qui se prennent les méchants. C'est ça que j'adore. C'est plus des baffes qu'autre chose. Quand il les assomme à coups de poing sur la tête, ça fait un peu Obélix, hein, Mais il avait vraiment assommé Terence Hill une fois comme ça, et c'est un geste qui est resté comme ça. Et ça me fait penser que normalement c'était cette semaine qui diffusait, on continue de l'appeler Trinita, et que s'il est passé là ces jours-ci, bah, je l'aurais manqué. Si c'est demain, je ne l'ai pas encore manqué. Parce que tous les films de Terence Hill et Bud Spencer, c'est comme les deux Funès, ils ont été vus, revus, revus. Bah, moi, je les ai pas tous vus, malheureusement. Ah, bah, de toute façon, oui, il y a tellement de films à voir. Enfin, personne ne peut voir tous les films. Après, je C'est me dis qu'on présent. pourra les trouver sur Netflix, sur Amazon Prime.
c'est ou ça. d'autres plateformes. Ah tiens, parlant d'Amazon Prime aussi, je sais pas si vous vous intéressez à la future série autour du Seigneur des Anneaux, enfin qui se passe dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Il y a eu une nouvelle, la com là-dessus est très très axée justement, très sporadique. Très, il révèle très 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 peu de choses par rapport à vraiment à l'histoire et tout ça de la série. On a des noms d'acteurs et d'actrices, on a des noms de gens de l'équipe technique et tout ça, et ça donne plutôt confiance parce qu'il y a pas mal de gens dans l'équipe technique, artistique surtout, qui ont travaillé sur le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, et que voilà, ça devrait donner quelque chose de bien. Et ils ont sorti une image qu'ils ont publiée sur Twitter là, il y a 2 jours, hein, quelque chose comme ça, qui est une image du coup qui visiblement vient de la série. Je vais essayer de vous retrouver ça, Lord of the Rings on Prime, qui est assez belle déjà, ça montre une certaine direction artistique qui donne un peu envie de voir ce que ça va donner. Ils ont donné aussi la date de sortie de la série, donc le premier épisode sortira le 2 septembre 2022. Ah Donc, ouh, ouais, c'est pas il y a le pour temps de tout de venir suite. voir, hein, mais de toute façon on l'attendait pas pour tout de suite, hein, dans tous les cas. Bon, je sais pas si vous allez voir à peu près l'image, mais enfin voilà, vous avez, on voit une ville ici, une cité magnifique et tout ça, et on voit aussi, alors on voit un personnage en premier plan. Ça fait beaucoup penser à Zelda. Il y a un petit, ouais c'est vrai, tiens, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. On voit un personnage qui est probablement un elfe ou une elfe, on voit pas bien d'ici, avec un manteau blanc et tout ça. Et on voit au loin 2 arbres lumineux, donc qui sont, pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Tolkien, au-delà du Seigneur des Anneaux, qui sont les arbres Laurelin et Telperion qui existaient bien avant les événements du Seigneur des Anneaux, sur ce qu'ils appellent les terres immortelles dans le Seigneur des Anneaux, donc le Valinor, le royaume des dieux et des elfes et tout ça. Et donc ça pourrait sous-entendre que ça se passe par là, ça sous-entend même très fortement je trouve. Ce qui est assez marrant parce qu'il y a d'autres indices qui sous-entendaient que ça se passait plus tard dans l'histoire, dans cette histoire qu'a écrite Tolkien. Parce que dans la photo, la bannière Twitter du compte correspondante, c'est une carte du monde, voilà, du monde de Tolkien où on voit l'île de Numénor qui date. Alors attends, j'ai pas. C'est dommage, j'ai une frise chronologique qui est juste ici, mais je peux pas vraiment vous la décoller. Mais vous avez dans l'histoire du Seigneur des Anneaux le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge, à la fin du Seigneur des Anneaux, c'est le quatrième âge qui commence en fait, suite à la guerre de l'anneau et tout ça. Et en gros, les 2 arbres lumineux ils datent d'avant le premier âge, puisque c'est le premier âge du soleil en fait. Les arbres apportaient la lumière avant que le soleil existe dans cet univers-là. Et l'île de Numénor, c'est pendant le deuxième âge. Donc je sais pas trop comment ils vont relier ça, tu vois. Parce que ce serait un petit peu casse-gueule, je pense, d'essayer de vraiment suivre toute l'histoire. Il y a quand même plusieurs siècles qui se passent entre les 2 moments. Donc soit il y a un des deux qui nous induit en erreur, justement pour tromper un petit peu le spectateur, même attentif. Soit ils ont une idée pour que l'histoire se déroule sur plusieurs siècles sans que trop on soit paumé. Je ne sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, on en sait vraiment très 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 peu sur la série. Et puis ma foi, moi j'ai hâte d'en savoir un tout petit peu plus, juste histoire de me projeter un petit peu plus précisément sur ce qui va pouvoir se passer. Et pouvoir au moins résoudre un petit peu cette énigme de pourquoi on est à la fois avant le premier âge et pendant le second âge, le deuxième. Euh, mais voilà, moi j'ai hâte de voir ça et je pense que je prendrai probablement un abonnement Amazon Prime à l'approche de l'arrivée de cette série, Ouais. et peut-être pas avant. À mon Ou avis, sinon, si tu c'est le squattes le premier compte âge et le Amazon deuxième de la âge- sauce. Hein? Hmm. Je disais, Ouais. sinon, ils squattent le compte Amazon de la Ouais, sauce. c'est pas un compte Prime, Ah, on n'a pas Prime mince. Vidéo dessus. Ah mince. Ah mince. À part ça. Parce que moi, à mon avis, tes petits soucis de premier âge, deuxième âge, tout ça, c'est une question de taille de couche, en fait. Ah. Euh, Ah bah oui, Non, écoute, hein, Après, donc, tiens, puisqu'on évoque le Seigneur des Anneaux, hmm. je voudrais dire, parce que ça fait un moment que je n'avais pas mis les yeux, que je n'avais pas, on va dire, oui, zappé sur Netflix et regardé un petit film, les fameux... Ah oui, Je l'ai.
Il a l'anneau. On a perdu Dom. Ils ont mis sur Netflix les préquels. Donc j'avais vu que le premier, le Hobbit, le Voyage inattendu. Donc ils Ah, ont ils ont mis mis? les deux. Ouais, ils ont mis les deux autres Hobbit et comment oui, c'est ça. Hein. Mhm. Donc je vais voir certainement la trilogie préquelle. Ok, Même ouais, si je ouais. suis pas fan de départ de ces films-là, mais voilà. C'est ça, ouais, Et la, ouais. Un voyage la inattendu, la série dont on désolation de parle, je sais pas Smaug si ça va. et la bataille des 5 armées. Ouais. Ouais, ouais, la trilogie Hobbit, bah, faut la regarder sans s'attendre à revoir quelque chose de équivalent au Seigneur des Anneaux. C'est différent, quoi. C'est plutôt bon enfant, quoi. C'est moins grandiose. Bah, c'est surtout le premier. Après, sur les suivants, ils ont un peu plus tendu vers le côté un peu bah, épique. Il y a moins de, tu vois, d'humour léger comme t'as dans le premier. Effectivement, il y a une grosse partie où c'est juste les nains qui sont des nains, qui ripaillent et tout ça. Et, Ils veulent se péter le bide. c'est un petit La peu. C'est bière! ça, il y a pas mal de ça dans le premier. Il y a un côté ouais, très conte pour enfants, ce qui est le Hobbit à l'origine. Hein, je veux dire, autant le Seigneur des Anneaux, c'était vraiment un cycle épique et tout ça, cette forme-là, mais le Hobbit à la base, c'est un conte pour enfants. À la base, c'est même. Pour l'anecdote, c'était même, je crois, une histoire que Tolkien inventait pour la raconter à ses enfants le soir. Et l'anecdote raconte que un soir, donc il était en train enfin, il racontait un nouveau chapitre de son histoire qu'il inventait au fur et à mesure pour ses gosses. Et Christopher Tolkien, son fils, il commençait à le faire chier en lui, parce qu'il lui disait ah mais attends, tu dis que la porte elle est bleue, mais hier t'as dit qu'elle était verte la porte et machin. Et la broche de Thorin t'as dit qu'elle était dorée, mais hier elle était argentée et tout ça. Au bout d'un moment, Tolkien il s'est dit putain, non merde ce gosse, hein. Hop, il a pris le papier, il a pris le crayon et il s'est mis à noter au fur et à mesure ce qu'il disait, histoire de pas avoir d'incohérence et que le gamin arrête de faire des remarques. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé du coup avec un manuscrit de bonjour le renard, avec tout un manuscrit de l'histoire qu'il a raconté pour ses enfants. Il s'est dit bon bah maintenant que j'ai ça, je vais autant mettre un petit peu en forme. Alors je sais plus exactement après ce qui s'est passé, comment il s'est retrouvé à le publier réellement, mais voilà, il avait déjà commencé un petit peu à s'imaginer l'univers dans lequel ça se passait et tout ça, tu vois, mais apparemment c'est comme ça qu'il s'est vraiment mis à le mettre sur le papier et peut-être que si Christopher Tolkien avait été moins casse-couille quand il était petit, peut-être qu'on n'aurait pas eu le Seigneur des Anneaux et tout ce qui est venu avec. Putain, ça aurait été une grande perte, Ah merde. bah c'est ça là. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, quand vos gosses commencent à vous faire suer, Quand on pense qu'ils ont réussi à faire des films sur les enfants avant même leur conception, comme Allô maman, ici bébé, Allô maman, c'est encore moi, et il y a eu le troisième Allô maman, c'est Noël, je crois, je n'ai pas vu le troisième. Je me suis bien marré sur ces films-là. C'était Daniel Auteuil d'ailleurs qui faisait la voix de Mickey, le bébé. Allô maman, si bébé. Sur le deuxième, il y avait donc la petite sœur et je sais plus qui faisait la voix de la petite sœur. Tiens, allez, on va ressortir la tablette. C'est des films que j'ai pas vu depuis longtemps. Bon, il y avait donc John Travolta qui sortait d'une traversée du désert d'ailleurs. Et tu te rends compte, le nom de québécois de Allô maman ici bébé, c'est De quoi je me mêle. Ah ouais, quand même. pourquoi Ah ouais, quand il y, même. a, il y a quoi à traduire là? Et le titre original, c'est Look Who's Talking. D'accord, ok, bon. Attends, quoi? Le titre original, c'est Look Who's Talking. Vraiment, Tu te rends compte que chaque, c'est Bruce Willis qui fait la voix du bébé. ouais, chaque Alors, traduction est partie dans son propre délire. qui fait la voix de la petite sœur? Attends, du coup, je regarde dans les autres langues. Italien, Senti qui parle là, donc là ils ont traduit littéralement. C'est Dominique Lavanant qui fait la voix de la petite sœur dans Allô maman ici bébé. Donc, Non, ça Allô maman, t'intéresse pas pardon. comme. Allô maman, c'est encore moi, pardon, c'est la Mila suite. quien habla Allô en maman, c'est encore espagnol. moi. Mila quien habla. Ah, c'était pas mal. Ah oui, Pascal Légitimus aussi a fait des voix, d'accord, ok. Et après, il y a eu Allô maman, c'est Noël, mais je n'ai pas vu le troisième. Et cette trilogie de films, donc Allô maman, ici bébé, Allô maman, c'est encore moi et Allô maman, c'est Noël, c'est voilà, c'est ce qu'il dit sur Wiki, c'est ce qui a marqué la fin de sa traversée du désert.
Dans les années 80, il faisait plus rien après Grise. Ah bah ça. Toujours compliqué d'arriver à se sortir de ces rôles phares. C'est un débat que je propose de garder pour la prochaine fois parce qu'il commence à être 23 h. Et ma foi, on a déjà fait une bonne petite soirée. Oh, ça craque. Et moi j'ai envie de couper le stream pour aller pioncer, hein, juste derrière sur mon lit, il m'attend là, juste ici. C'est la fin du débat, mes enfants. Et ben, on va se dire à bientôt. Ouais, Et au mois prochain. Alors attends, je regarde la date, comme ça on l'aura en tête. Ce sera donc le 2 septembre, le prochain live, le prochain débat le 2 cinéma. septembre. On se retrouve. Dernière petite question, qu'est-ce que vous me conseillez là? Je me mets 4 épisodes de Blacklist saison 7 à la suite, puisqu'ils sont en replay sur TF1. Ou est-ce que je me mets Moonraker en VOST? Tu dors, c'est bon pour la santé de dormir. Je suis encore en vacances jusqu'à lundi, hein, je vous rappelle. Eh bien, bien, fort bien. Franchement, je n'en sais rien, je n'ai vu ni ces Blacklist Bah, ni je vais me lancer Moonraker. sur Blacklist, va. Ça va m'occuper quelques heures. Peut-être pas 4 épisodes à la suite, mais au moins un ou deux. Et la saison 7, Il c'est faut important. savoir raison garder. Eh bien, allez, bonne nuit à tout le monde, je coupe le Bonne nuit à stream. tous. Ciao, Et vive le ciao. cinéma.